Permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Wakam Sina Gisèle, coordinatrice de la commission santé au sein du MCDEC, le mouvement des cadres dirigeants et entrepreneurs camerounais. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel. Les années précédentes, nous avons parlé des sujets aussi bien intéressants les uns que les autres. Nous avons parlé de la CESU au Cameroun, la couverture santé universelle. Nous avons également échangé sur la maladie d'endométriose. Et l'année dernière, nous avons également parlé de ce fléau qui mine la jeunesse camerounaise, les drogues. Alors, aujourd'hui, nous avons fait le choix de parler des démences. Actuellement, la septième cause de décès est l'une des principales causes d'invalidité et de dépendance chez les personnes âgées dans le monde. Le 21 septembre dernier, c'était la journée mondiale de l'Alzheimer. La forme la plus fréquente et qui représente 60 à 70% des cas de démence. Et c'est de cette maladie dont on va parler aujourd'hui. Par ailleurs, il faut savoir que parmi les 55 millions de personnes atteintes de démence dans le monde, plus de 60% sont issus des pays à revenus faibles et intermédiaires. Après, ces 10 millions également, il faut savoir qu'il y a 10 millions de nouveaux cas par an et dans la méconnaissance de cette pathologie dans nos contrées africaines, mais surtout le regard des autres nous a interpellés. Au sein du MCDEC, on a donc décidé de lever le tabou. Alors, qui de mieux pour nous en parler? Nous avons fait le choix d'avoir avec nous des professionnels de santé spécialistes dans leur domaine. Alors, on va accueillir ce soir ces personnes qui ont accepté d'être avec nous, le docteur Annick Mélanie Manirou, qui est neurologue à l'hôpital La Continue de Douala. Elle est également enseignante à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques à l'université de Douala. Bonsoir, docteur Manirou. Bonsoir, docteur Manirou. J'espère qu'elle est bien avec nous. Bonsoir, docteur. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints là. Merci Gisèle pour l'introduction. Je suis Dr Maniero Alors, je Annick vais Mélanie, neurologue à la Quintinie, également enseignante à l'Université de Douala. Merci, docteur Maniero. Alors, je vais également présenter, celui d'ailleurs que j'ai plus besoin de présenter au sein du MCDEC, qui répond toujours présent lors de nos échanges et également qui nous a permis de suivre avec intérêt la problématique de la santé mentale. Il est avec nous aujourd'hui. Il s'agit du docteur Guy Michael Togem, psychiatre, chercheur en santé mentale. Il est également auteur, éditeur pour le journal Global Mental Health en Angleterre et chef de service psychiatrique à la polyclinique Idimer à Douala. Il est aussi enseignant. Bonsoir, docteur Togel. Bonsoir, Gisèle. Bonsoir à Merci de nous ceux qui... avoir rejoints. Ah, Nous ça fait avons plaisir. également, ouais, merci. Nous avons également ce soir le docteur Ginette Toyan. Bien sûr, la maladie d'Alzheimer concerne beaucoup, bien sûr, les personnes âgées. On a avec nous aujourd'hui le docteur Toyon, qui est spécialisé en gériatrie et présidente de l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer. Il nous dira certainement un peu plus comment fonctionne une association dans des cas de pathologie pareille. Alors, nous avons également aujourd'hui des personnes qui ont accepté de témoigner, des personnes qui ont vu leurs proches souffrir et ils ont également aperçu le regard des autres. Il s'agit du docteur Anne Puchéry Jessie Siewe qui est avec nous aujourd'hui. Quel est le regard qu'elle a pu porter en tant que médecin sur l'un de ses proches qui avait cette maladie? Bonsoir, docteur Siewe. J'espère aussi que le docteur Siewe est avec nous. Bonsoir, Bonsoir. bonsoir, Et bonsoir, docteur Silla. merci beaucoup. Je suis là. Et j'ai également l'honneur d'avoir avec nous Monsieur Marc-Olivier Genti, qui bien évidemment va aussi témoigner, mais qui est également sur une approche de mise en place donc d'une fondation pour certainement aider les personnes, les proches. Et il aura peut-être l'occasion, si le temps nous permet, de parler un peu plus de cette fondation qui va peut-être bientôt voir le jour. Bonsoir, Marc-Olivier.
Alors, Marc-Olivier est bien avec nous, j'espère. Il va pas tarder à nous joindre, Gisèle. D'accord. OK. Bon, certainement, il sera représenté tout à l'heure. Je me permets également de présenter nos modératrices qui vont bien sûr gérer les échanges entre les panélistes et éventuellement tout ce qui s'ensuit. Le docteur Juliette Tchembou, gastro-entérologue, oncologue, écrivaine et promotrice de Easy Doctor. Bonsoir, docteur Juliette. Bonsoir Gisèle, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui nous écoutent. Alors, bonsoir également à Madame Arlette Zonjo, directrice de recherche clinique, qui est avec nous ce soir comme modératrice. Bonsoir Arlette. Bonsoir Gisèle, bonsoir à tout le monde et bienvenue à ce symposium. Alors, quant à moi, je me ferai un plaisir de recueillir vos questions. N'hésitez pas à nous les envoyer par chat. Surtout, essayez de partager éventuellement autour de vous pour que les autres personnes puissent suivre cette conférence. Et je vous retrouve également, donc parmi tout ce qui va être dit tout à l'heure, je vous retrouve pour la séquence questions-réponses. Je laisse la parole aux modératrices. Alors, Juliette, la parole est à toi. À tout de suite. Merci Gisèle, bonsoir pour cette introduction. Bienvenue à tous. Nous sommes toujours heureux de vous retrouver pour cette thématique santé. Aujourd'hui, nous abordons bien évidemment une maladie difficile, la démence, la maladie d'Alzheimer, une maladie incomprise, une maladie parfois interprétée comme injuste. Toutefois, ce soir, nous avons des spécialistes et un premier intervenant, le docteur Toghem, va nous expliquer exactement ce que c'est la démence d'Alzheimer. Bonsoir, docteur. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Nous te laissons la parole, docteur Toghem. Ok, merci. Donc, comme vous l'avez tous perçu, ce soir, on va parler de la perte de mémoire, qui est la problématique proéminente dans la maladie d'Alzheimer. Et le terme technique qu'on utilise souvent pour décrire cette perte de mémoire-là, ou le terme technique qui se rapproche le plus de la contexte de la maladie d'Alzheimer, c'est la démence. Donc, les démences sont habituellement définies comme étant une détérioration qui arrive de façon progressive et qui est irréversible. Donc, ça veut dire c'est un chemin sans retour. Des fonctions cognitives. Cognitif, c'est en gros tout ce qui relève de l'intellect chez une personne ayant un état de conscience plus ou moins préservé. La démence est la plus grande euh, des transformations qui atteignent les êtres humains, surtout les vieillards, parce qu'en partie, c'est aussi lié à l'âge. Et sur Terre, elle affecte à peu près 47 millions de personnes en temps réel. Et cela représente un coût qui est estimé à environ 1 trillion de dollars. Donc, parmi les démences, la maladie qui est la plus fréquente, le nom qu'on entend tous, c'est la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est quoi la maladie d'Alzheimer? C'est un trouble cognitif, donc on est altération de tout ce qui est intellect majeur, qui, dans le document qu'on a, dans le DSM, qui est un document qui place les maladies mentales, euh, en fait, du moins, il est classifié dans ce document. Et euh, l'intellect, ici, il s'agit du cerveau. Le cerveau, c'est fait par ce qu'on appelle le système nerveux central. Et l'atteinte est progressive, on a dit irréversible. Et la plainte principale chez la plupart des gens, c'est le trouble de la mémoire. Maintenant, au fur et à mesure, d'autres fonctions peuvent être atteintes, mais tout ce qui relève du fonction du cerveau, comme reconnaître les gens, comme s'orienter, comme mener une activité intellectuelle, ou même juste voir, comprendre le monde, tout ça peut être altéré. Et donc, par conséquent, quand ces fonctions sont altérées, la vie aussi est altérée. Et après, bon, on a essayé de voir quelle est la cause de ces altérations, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, que ces insuffisances se viennent. Et on a pu identifier une accumulation de peptides bêta-amyloïdes qui seraient responsables de cette démence-là et d'autres neurofibrines. Donc, grosso modo, on va se dire qu'en Europe, ça atteint à peu près 1% des personnes âgées entre 65 et 69 ans et 30% des personnes âgées de 90 ans. Donc là, vous pouvez voir, comme on le disait précédemment, c'est une pathologie qui est aussi liée à l'âge. En Afrique subsaharienne, on estime que 8 à 9% des cas de démence se retrouvent en Afrique subsaharienne, pardon,
et qu'un tiers de ces cas de démence-là, ce sont des maladies d'Alzheimer. Et des cas plus spécifiques comme au Sénégal, d'après les études qui étaient publiées en 2008, on avait retrouvé 6,6%. Donc, 6,6%, oui. Et au Cameroun, on est à 2%. Donc, après ça, quand on a défini ce que c'est que la maladie d'Alzheimer, la première question qui va venir à l'esprit, c'est d'où ça vient, euh, pourquoi ça arrive à telle ou telle autre personne. Donc, la première chose, c'est que la principale prédisposition à la maladie d'Alzheimer, elle est génétique. Donc, génétique, ça, c'est dans nos gènes. Comme on dit souvent, c'est dans le langage vulgaire, c'est dans le sang. Ce sont des prédispositions avec lesquelles on est, et à partir d'un certain moment dans la vie, surtout à des âges avancés, ça commence à se manifester. Maintenant, en dehors des prédispositions génétiques, il y a d'autres choses qui, cette fois-là, sont liées surtout à notre mode de vie, ou des choses qui sont survenues dans notre vie qui peuvent faciliter ou augmenter la probabilité qu'on développe une maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence. Dans l'occurrence, c'est quand on a des pathologies comme l'hypertension, le diabète, des troubles liés à l'hypercholestérolémie, la consommation de tabac et un poids excessif. Autre chose, si on a eu des traumatismes du cerveau, par exemple, des gens qui ont eu des accidents, des gens qui ont été dans des rapports violents avec des gens, en l'occurrence peut-être dans les foyers où il y a des violences physiques, ça peut contribuer à, à la survenue fréquente de lésions au niveau du cerveau qui, par la suite, vont constituer un terrain fertile pour la survenue de la maladie d'Alzheimer. On a diapo. Donc, une fois qu'on a identifié les choses qui augmentent la probabilité de faire une maladie d'Alzheimer, après on se demande, OK, donc, est-ce qu'on peut éviter? Donc, en l'occurrence, comme on l'a vu précédemment, le fait d'être en surpoids augmente la probabilité d'avoir une maladie d'Alzheimer, de consommer le tabac, de faire un diabète, de faire une hypertension et d'avoir des traumatismes au niveau du cerveau. Donc, ce sont des choses qu'on peut éviter. On peut éviter de prendre de l'alcool, on peut s'arranger à ne pas être en surpoids. Et même si dans le cas où on a un diabète ou on a une hypertension, malgré tout ça, on peut s'arranger à bien les traiter. Et on peut éviter des situations qui pourraient donner lieu à des traumatismes au niveau du cerveau. Donc ça, c'est déjà de façon spécifique par rapport à ces facteurs-là. Mais sinon, en général, on va dire une alimentation équilibrée. Ça inclut des plats avec des portions de crudités, de protéines et de compléments à proportion de un tiers, un tiers, un tiers, comme on le dit très souvent. Il faut pratiquer une activité physique régulière. Il faut rester intellectuellement actif parce qu'on s'est rendu compte que le fait de ne pas être en activité intellectuelle, ça augmente la probabilité de faire une maladie d'Alzheimer. D'où on va souvent constater que les personnes qui prennent la retraite plus tôt vont facilement faire des maladies d'Alzheimer. Et c'est ça qui va aussi expliquer le fait que quand on n'a pas beaucoup étudié, ce qui fait qu'on ne sera pas très intense dans l'activité intellectuelle, ça c'est un terrain fertile pour les pathologies d'Alzheimer. Et entre autres, si on a des lectures, si on a des jeux qui sollicitent l'intelligence, et si on continue d'apprendre, ça c'est solliciter le cerveau, ça c'est diminuer la probabilité de faire une maladie d'Alzheimer. Diapositive. Donc, maintenant, pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser aux démences? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à la maladie d'Alzheimer? C'est la première cause de démence dans le monde, d'après l'OMS, qui est l'Organisme mondial de la santé, l'Organisation mondiale de la santé, pardon. C'est la première cause d'hospitalisation en gériatrie, qui est une spécialité qui est dédiée aux personnes âgées. Et il y a des méthodes pour diagnostiquer cette maladie, parce que si c'était fréquent et qu'on n'a pas de moyens d'identifier, ce serait pas très intéressant, mais néanmoins, on a des moyens pour identifier cette maladie, parmi lesquels on peut identifier des biomarqueurs qui sont responsables de la maladie. Et aussi, ça a de fortes conséquences à la fois sur l'individu qui est malade et sur sa famille. Raison de plus pourquoi on adresse ce problème. Ça a un coût qui est très élevé dans le cas où ce n'est pas pris en charge, parce que c'est un manque à gagner à la fois pour l'individu et pour la société. Et le coût est très élevé. Et malgré le fait qu'on n'ait pas de traitement curatif à ce jour, il y a quand même des choses qui peuvent être faites pour améliorer le bien-être de ceux qui en souffrent et de ceux qui sont
autour de cette personne-là qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Diapo. Donc, je crois que grosso modo, on a vu pourquoi est-ce qu'il fallait s'intéresser à la maladie d'Alzheimer, compte tenu de la fréquence et du lourd tribut que cela représente à la fois pour l'individu et pour la société. On a vu les éléments qui contribuent à sa survenue. Le facteur génétique, on ne peut pas l'éviter, mais les autres sont des éléments qui sont à notre portée. Et par la suite, on a insisté sur les mesures d'hygiène de vie qui pourraient limiter la probabilité de faire une maladie d'Alzheimer. Donc, là, je vais passer la parole à notre modératrice. Merci. Merci beaucoup, Guy. Merci d'avoir posé les bases de notre discussion avec cette introduction. Peut-être qu'on va essayer de prendre une question, s'il y a une question dans le chat avant de continuer. Gisèle, est-ce qu'il y a une question qui est arrivée entre-temps? Oui, j'ai une question qui va certainement s'adresser au docteur Toghen puisqu'il a été le premier à prendre la parole. Quels sont les premiers symptômes vraiment significatifs? On reviendra peut-être sur les symptômes, mais c'est la première question qui est dans le chat. Peut-être qu'on vous donnera peut-être une réponse avant d'avancer. Bon, disons que le symptôme principal, c'est les troubles de mémoire. Et ça va se manifester comment? Ça va être quelqu'un qui va te dire, par exemple, qu'il a déposé sa chose, les gens ont pris, parce qu'il ne se rappelle pas où il avait déposé. Ou alors, il va le dire clairement qu'il ne sait plus où, qu'il oublie beaucoup. Mais parfois, la personne ne se rend pas compte et ça va être qu'il a déposé sa chose, les gens sont venus prendre. Et pourtant, personne n'est venu prendre. Et après, on va retrouver ça ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il avait oublié l'endroit où il l'a déposé. Ou alors, ça va être quelqu'un qui sort de la maison pour aller quelque part. Après, on entend qu'on n'arrive pas à le trouver. Comme tous les gens entendent des réseaux sociaux que telle personne a fugué. C'est-à-dire qu'il est juste sorti. Après, il a oublié la route qui mène à la maison. Il est là-bas, dehors, il marche, il marche, il marche. Donc, c'est principalement des choses comme ça. Quelqu'un qui va garder des choses qu'il n'arrive plus à trouver après parce qu'il a oublié l'endroit où il avait gardé. Ou quelqu'un qui va accuser des gens qu'on a pris sa chose, pourtant on n'a pas pris, et après on retrouve. Ou alors quelqu'un qui sort et après il n'arrive pas à retrouver le chemin de la maison. Donc, ça, ce sont les présentations qui sont les plus fréquentes. Merci Et c'est beaucoup. plutôt dans les Ahmed, je débuts. te passe la parole. Pardon, docteur Togam, vous vouliez dire Et quelque chose? ces présentations sont surtout dans les débuts parce qu'avec le temps, ça devient plus complexe. Mhm. Ok, j'ai Ok. terminé. Merci beaucoup. La prochaine question, on va la poser plus tard, si vous permettez. On va peut-être enchaîner avant de continuer sur l'aspect médical. Nous avons avec nous un médecin qui a bien voulu nous parler, échanger avec nous sur son expérience personnelle qu'elle a vécue, pas en tant que médecin, mais plutôt en tant que proche d'un patient. Et ce qui est intéressant avec son point de vue, c'est que, bah oui, elle a ce point de vue de proche de patient-là, mais elle a aussi un aspect médical qu'on ne peut pas complètement mettre de côté quand on a un proche qui souffre de cette maladie. Docteur Siwe, merci d'avoir accepté notre invitation. Si tu veux bien prendre la parole. Merci de me passer la parole. Je suis heureuse de pouvoir partager avec vous l'expérience vécue avec ma grand-mère qui, au début de la maladie, en 2006, avait environ 80 ans. Et elle n'était atteinte d'aucune pathologie chronique, ni diabétique, ni hypertendue, elle n'était pas connue malade, vraiment. Euh, Ça commence par des troubles de la mémoire. Elle se trompe sur le chemin de sa maison parce qu'elle vivait en Manga. Donc, on nous a rapporté que des fois, elle et tout, elle se trompait également sur le nom de ses proches. Donc, des fois, elle donnait des noms qui n'étaient pas les noms des personnes, qui n'étaient même pas des noms connus à des proches, tels que ses enfants et ses petits-enfants qu'elle connaissait depuis toujours. Et par ailleurs, elle citait les défunts comme s'ils étaient en vie. Et c'est devant tout ça que la famille décide de la ramener à Douala. Et des fois aussi, elle oubliait si elle a mangé. Et en général, elle ne mangeait pas beaucoup. Donc, même quand elle disait que ça fait des semaines qu'on n'a pas mangé dans cette maison et qu'on lui servait à manger, elle dit non, tel vient manger, tel autre vient manger, tel autre, finalement, elle ne mange pas grand-chose. Donc, en dehors de ces problèmes de mémoire, elle fuguait aussi.
Donc, elle avait tendance à vouloir sortir. Et comme c'est tout de suite que le docteur Togam vient de me donner l'explication qu'elle partait et qu'elle ne pouvait pas retrouver le chemin de retour parce que ces fugues nous ont vraiment traumatisés. Euh, il y a eu une fugue où elle a mis 2 jours dehors, où elle est partie de Ndokbon et on ne sait pas comment elle est arrivée dans une structure de soins après 2 jours. Et là-bas, par moments, elle avait des moments de lucidité. Elle pouvait dire des choses très anciennes. Par exemple, elle décrivait notre famille, ce que mon père fait, ce que son frère fait, ce que parlait de ma mère et tout. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé la famille et qu'on nous l'a ramenée après 2 jours d'absence. Une autre fois, elle est venue chez moi et elle a fugué. Ça n'a duré que quelques heures, mais vraiment l'angoisse de la recherche. Je crois que c'était plus pénible, je ne sais même pas comment décrire ce sentiment-là. J'avais juste l'impression que quelqu'un allait mourir avant qu'on la trouve. Mais heureusement, cette fois-là aussi, après quelques heures, on l'a trouvée assise dans une broussaille quelque part. Donc, et l'autre chose, c'est qu'elle déployait une force très importante qu'on n'aurait pas soupçonné de quelqu'un de son âge quand elle ne voulait pas faire quelque chose. Si par exemple, elle ne veut pas aller se coucher et qu'on lui dit que bon, il est tard, il faut qu'on aille se coucher, là, elle s'agrippe sur quelque chose et pour l'en défaire vraiment, il fallait être solide, quoi. Donc, au niveau de la famille, ce que ça pose comme problème, c'est d'abord le déni. Les gens, enfin les gens, la famille, ses enfants, ont pratiquement tous fait le déni. Les uns parce qu'ils se sont dit que non, cette histoire qu'elle ne fait que parler des morts, ça veut dire qu'il y a autre chose et tout. Est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce que c'est... Bon, bref, on a pensé à tout. L'autre chose qui alimentait ce déni, c'est les moments de lucidité. Parce qu'ils disaient, mais si c'est un problème psychiatrique, pourquoi est-ce que de temps en temps, elle se souvient des choses? Elle cause normalement, est-ce qu'elle s'excuse même de ce qui s'est passé? Et elle dit même que je ne comprends pas ce qui m'arrive, comment est-ce que j'ai pu faire des choses pareilles, comment j'ai pu dire des choses pareilles et tout. Donc, on se demandait, enfin, les membres de la famille se demandaient pourquoi est-ce qu'il y a dans ces moments-là, si c'est que c'est gâté. Bon, en général, on pense que la maladie mentale, c'est que tout est gâté tout le temps, quoi. Donc, voilà. Ça, le principal problème au niveau de la famille, c'était qui va la garder. Parce que la garder supposait donc de s'y consacrer entièrement, puisqu'il fallait être avec elle pour l'empêcher de fuguer. Et euh, le fait aussi qu'elle reconnaissait certaines personnes plus facilement que d'autres entraînait des problèmes dans la famille parce qu'on se disait, mais est-ce que ça veut dire qu'elle aime plus ceux-là qu'elle reconnaît, qu'elle arrive à nommer normalement, ainsi de suite. Euh, donc, cette situation a entraîné beaucoup de conflits. Alors, comment on a fait le diagnostic? Il a été assez rapide. À l'époque, je l'avais amené voir Dr. John à l'hôpital à Quintigny, paix à son âme. Et il nous avait dit, mais c'est la maladie d'Alzheimer. Quand on vous parle d'avions de nuit, des vieux qu'on violente dans les quartiers, soi-disant que c'est des avions de nuit, c'est des malades d'Alzheimer qui, justement, se sont perdus et trouvent un lit, un bon lit quelque part et se couchent et voilà. Donc, on est vraiment tombé, personnellement, je suis tombée des nues parce que je n'avais jamais fait ce rapprochement. Alors, il nous a recommandé un traitement sans trop, il faut dire qu'on était là en 2006, sans trop être, comment dire, rassurant. Voilà, il nous avait dit que ce traitement-là, déjà, on aurait du mal à le trouver, ça coûterait cher, mais qu'en plus, on n'est pas sûr de, je me souviens plus du nom du médicament, mais je sais que on avait parlé de quelque chose autour de 95 000. Mais on n'a jamais pu avoir le médicament. On avait commandé, on n'avait jamais pu avoir. Et l'autre chose, c'est que à l'époque, il n'y avait pas d'accompagnement. En tout cas, à ma connaissance, il n'y avait pas d'accompagnement disponible à Douala.
et pas d'accompagnement de la famille. Donc, on était un peu, bon, enfin, c'est après coup qu'on se réalise qu'on aurait pu être accompagné par rapport à la gestion de ce cas-là. Donc, ma grand-mère est décédée en 2009 dans un contexte, donc 3 ans après le début de la maladie, dans un contexte de syndrome infectieux. Et une joie, on va mettre entre guillemets, une joie, c'était qu'elle soit décédée dans un lit et devant nous, pas que, parce qu'on avait vraiment peur de devoir un jour juste se dire, OK, elle doit être morte puisqu'elle n'est pas revenue. Donc, c'était ça la petite histoire de ma grand-mère. Merci. Merci beaucoup, Pulchérie, d'avoir partagé ça avec nous. C'est vrai qu'on se rend compte que même en tant que médecin, hein, toi, tu aurais pu faire le rapprochement, mais c'est pas si évident que ça. Et puis aussi l'idée que elle soit décédée dans un lit, qui est une vraie chance, parce que récemment, dans mon entourage, il y a des personnes qui ont perdu leur maman, qui est sortie se balader, qui n'est jamais revenue. Et malheureusement, on a découvert son corps un peu plus, quelques jours plus tard, et elle était malade d'Alzheimer. Et c'est vrai qu'on se rend compte des difficultés de cette maladie-là, qui est pas facilement diagnosticable, mais aussi qui, au quotidien, pour les proches, peuvent poser des problèmes. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on passe au sujet, au prochain sujet. Gisèle, il y a des questions? Alors, pour le moment, il y a une question qui est liée à la génétique. C'est une question posée par monsieur ou madame Hen. Elle n'est pas très claire, la question, mais je pense qu'il voulait savoir qu'on peut néanmoins, au docteur Togel, est-ce qu'on peut cependant avoir de l'Alzheimer, même s'il n'y a pas de lien génétique? Je n'ai pas très bien compris sa question. Je vais quand même envoyer un message pour qu'elle reprenne sa question. Ça a l'air intéressant, mais c'est pas assez clair. Bon, peut-être Bon, qu'on va prendre. Ok, pardon. Excuse-moi, Guy, vas-y, pardon. Docteur Togel, est-ce que tu as compris la question ou pas? oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Ah, d'accord. OK. En tout Merci, cas, je docteur. crois que la préoccupation, c'est celle de savoir, au cas où on n'a pas de prédisposition génétique, où il n'y a pas de cas dans la famille, est-ce que c'est possible que quelqu'un fasse la maladie? Donc, euh, si vous avez remarqué, on a parlé de facteurs, pas de causes. Donc, facteurs, ça veut dire que ce sont des choses qui augmentent la probabilité d'en faire. Ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas ces facteurs-là, on n'en fera pas du tout. Donc, c'est juste une affaire de probabilité. Il est moins probable que ça t'arrive s'il n'y a pas de cas dans ta famille, si tu n'as pas les gènes liés qu'on a identifiés comme augmentant pour la possibilité de faire la maladie. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire sa maladie parce qu'il n'y a pas ces gènes. Donc, c'est un peu ça. C'est facile, là, c'est plus clair pour la personne. Ouais, je pense. OK, merci, Et docteur. juste une question qui était au-dessus, peut-être que je vais te la reposer à toi, Guy, parce que c'est quand tu parlais de l'alimentation, je crois que tu as parlé à un moment de suppléments. Est-ce que tu peux donner juste quelques exemples, je sais pas, des oméga 3 par exemple, est-ce que c'est intéressant? Évidemment, c'est pas des réponses exhaustives, hein, mais juste donner quelques exemples par rapport à la question posée. En fait, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que il y a les oméga 3 ont souvent été décrits comme étant des éléments qui sont protectifs pour le cerveau. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de raison de penser que celui qui en prend, euh, ça va, il est plus épargné de la maladie d'Alzheimer que celui qui n'en prend pas. Habituellement, ces éléments, en fait, présentent leur intérêt, surtout sur un cerveau qui a un déficit lié à la pathologie, lié à cet élément-là. Mais on n'a jamais dit que la maladie d'Alzheimer était liée à un déficit en oméga 3. Donc, euh, c'est ça, en fait. Ok, OK. merci. Donc, donc Merci. l'alimentation, c'est juste une alimentation équilibrée. Ok. Merci pour la réponse, docteur Togel. Alors, on va peut-être repartir sur les slides. Et donc, le docteur Maniérou, je ne sais pas si elle est connectée ou s'il faut passer au prochain témoignage. Et le prochain témoignage, je vais aussi demander si Marc-Olivier est connecté. En attendant, Arlette, nous pouvons quand même comprendre que la maladie, le premier symptôme inaugural les premiers symptômes sont les troubles de la mémoire qui peut entraîner une déstabilisation de la famille. Et d'après la première intervention, nous sommes frappés quand même par 3 points.
Le premier, c'est que la fréquence de cette maladie est plus élevée en Afrique qu'en Europe. Je ne sais pas pourquoi. Le deuxième point, c'est qu'il y a des facteurs de risque. S'il y a des facteurs de risque, ça veut dire qu'une prévention est possible. Et le troisième point, c'est l'absence de traitement potentiellement curateur. Donc, je pense que nous devons retenir ces 3 points. Et je ne sais pas si le prochain intervenant est prêt, parce qu'elle va nous permettre de mieux comprendre cette maladie. Est-ce que le docteur Magnéro est revenu ou pas? Sinon, nous passerons au prochain témoignage, comme tu l'as dit, Arlette. On va peut-être Alors, patienter pour le docteur Magnéro. c'est ce que je suggère parce que pour le moment, On va poser la question alors au docteur Tegem s'il peut répondre. Est-ce que tu as des éléments de réponse qui pourraient expliquer pourquoi la fréquence de cette maladie est plus élevée en Afrique, docteur Tegem? Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut corriger un petit truc. C'est pas la fréquence qui est plus élevée en Afrique, mais c'est le nombre de cas qui est plus élevé. Ah, d'accord. Donc, si vous voyez, les pays en voie de développement actuellement représentent au moins 80% de la population mondiale. Ce qui veut dire que même si on avait moitié moins de cas en termes de prévalence, on aurait le plus grand nombre de personnes qui souffraient de cette maladie. Donc, c'est pas que le nombre est plus grand dans les pays en voie de développement, mais la fréquence est plus faible. D'accord. Et si on mettait en place des programmes de prévention, une sensibilisation accrue, est-ce qu'on pourrait diminuer le nombre de cas, selon toi? Oui, on va diminuer, ne serait-ce que pour ceux qui sont liés à des facteurs modifiables, comme l'obésité, la consommation d'alcool, de tabac, et le manque d'activité intellectuelle. On pourra avoir une diminution. Mais ce qui est sûr qu'on ne pourra pas éradiquer avec la sensibilisation, parce que c'est pas la sensibilisation qui va enlever les gènes. Donc, ouais, c'est ça. Maintenant, pour ceux qui sont principalement liés à des facteurs génétiques, ça pourra toujours arriver, mais l'intérêt de la sensibilisation à ce moment-là, c'est qu'ils seront mieux pris en charge. Parce qu'imaginez le temps qu'on perd entre les spéculations, euh, les prises en charge qui ne conduisent à rien, souvent dans les, les théories du magique et de la sorcellerie, tout ça. Donc, si les gens peuvent déjà reconnaître ce que c'est et agir à temps, ça aussi, ça fera une avancée. Et on ne parle même pas des divisions qui s'entraînent souvent dans la famille, comme le témoignage tout à l'heure le disait. Pourquoi est-ce qu'elle reconnaît telle, elle ne reconnaît pas telle, ça veut dire que elle aime telle plus que telle. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la maladie d'Alzheimer, à un moment, il y a la partie du cerveau qui permet de reconnaître les gens. C'est atteint, mais c'est atteint de façon progressive. Donc, si la partie qui permettait de reconnaître, je ne sais pas tout quoi, Alette est déjà atteinte, on ne la reconnaîtra pas. Mais entre-temps, ça ne veut pas forcément dire que la partie qui permettait de reconnaître Gisèle est atteinte. Donc, c'est un peu ça. Ok, je vois qu'il y a une question il y a une main levée avec une question de Inès, c'est ça? Si tu veux bien intervenir, si tu as une question. Sinon, est-ce qu'on peut poursuivre? Docteur Tegem, est-ce qu'on pourrait alors passer un premier message ce soir? Juste, Juliette, il y a une question quelqu'un qui a levé la main, Inès, dans le chat. Donc, Inès, si tu veux bien parler, pour le moment, tu es en sourdine. On ne va pas t'entendre. Allô? Inès? Oui, là, on t'entend. Oui, ok, super, merci. Je voulais demander au docteur Tegem, quelle est la différence entre une grande prévalence et un grand nombre de cas? Parce qu'il dit qu'il faut faire la différence entre le nombre de cas et la grande prévalence. Donc, je veux comprendre cette nuance-là. Ok, bon. Supposons si on va prendre un schéma pour comprendre cela. Supposons qu'on ait deux villes, Douala et Yaoundé. Supposons qu'à Douala, nous ayons 1000 personnes et que 1000 habitants à Douala et qu'à Yaoundé, il y ait 100 habitants. Okay? Donc, si à Douala, non, si à Yaoundé 100 habitants, Douala 1000 habitants. Donc, supposons maintenant qu'à Yaoundé, on ait une prévalence de 30% pour la maladie d'Alzheimer et qu'à Douala, on ait une prévalence de 20%. Donc, parlant de prévalence, ça veut dire que sur les 100 habitants que compte Yaoundé, on a 30 personnes qui font la maladie d'Alzheimer. Maintenant, en venant à Douala, où on a une population de 1000 habitants,
On a dit une prévalence de 20% à Douala. Donc, 20% de 1000 habitants, ça fait 200 personnes. Vous voyez, bien que la prévalence soit bien que la prévalence soit plus faible à Douala, vu que Douala est plus peuplé, 20% de 1000 personnes, ça donne 200. Pourtant, à Yaoundé, la prévalence est plus élevée à 30%. Et 30% de 100 personnes, ça fait 30. Ça fait 30. 30 est très faible par rapport à 200. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si là, c'est clair. Oui, c'est bon, merci. Ok. On va prendre une dernière question et passer éventuellement peut-être à la slide d'après en attendant que le docteur Magnéro rentre. J'ai Elle est une autre revenue. question. Elle est revenue? Oui, mais tu peux poser la question, ouais. D'accord, ok. Alors, il y a une question de Marcel, Monsieur Marcel Doumna, qui demande au docteur Toghem, en plus du nombre de cas élevés de Alzheimer en Afrique, quel commentaire portez-vous sur le pourcentage de 6,6% au Sénégal versus 2% au Cameroun? Bon. Ah, ok, merci. Je ne sais pas si à moi s'adressait la question. À l'un ou à l'autre, Ben, qui veut répondre, allez-y, pourquoi n'hésitez pas? pas. N'hésitez pas. Ok, bon, je peux répondre pour mon collègue. En fait, déjà, il faut savoir que la plupart des données sont des données hospitalières. Donc, en fait, les collègues au Sénégal, c'est fait au CHU FAN, donc dans une structure hospitalière. Pareil, les données au Cameroun, c'est souvent dans des structures hospitalières. Ce sont pas, c'est pas des données de prévalence nationale, en fait. Donc, quand on donne ces données-là, c'est vraiment dans une structure. On va dire que si on a reçu 100 patients à l'hôpital La Quintini, il y a eu peut-être 2 patients sur ces 100 qui avaient la maladie d'Alzheimer. C'est comme ça qu'il faut interpréter ces résultats. Ce n'est pas des données qu'on peut généraliser au Cameroun. Voilà, c'est une étude précise dans un endroit précis. Généralement, c'est dans la ville de Douala. Mon collègue Gams, on travaille ensemble. Il est à l'hôpital général de Douala. C'est souvent des données qu'on recueille auprès de l'hôpital général, l'hôpital La Quintini et l'hôpital gynéco-obstétrique. Donc, ne voyez pas en ça une grosse différence. C'est juste que c'est des données hospitalières. Et la différence doit plutôt être marquée avec les données européennes où là, ils ont plus d'études qui sont faites au niveau, ils ont des prévalences nationales. On a fait plus de recherches pour savoir, OK, ça, c'est la maladie d'Alzheimer et ce n'est pas une démence. Chez nous, c'est souvent plus le tableau de démence qu'on fait comme diagnostic et très peu de malades vont jusqu'au diagnostic d'Alzheimer, diagnostic positif de cette maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc, c'est que la différence, c'est juste que c'est des données hospitalières. Merci. 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 Ok. Merci Je beaucoup. pense- je Nous pense que- allons passer à notre prochaine intervenante. Alors, c'est bon, Arlette? Oui, c'est parfait. D'accord. Bonjour, docteur Magnéro. Donc, grâce à toi, ce soir, nous allons comprendre un peu mieux ce que c'est cette maladie d'Alzheimer qui fait peur à tout le monde. Bonsoir, docteur Magnéro. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe du MDEC et tous les participants. C'est un honneur pour moi de parler de cette maladie parce qu'elle est très fréquente, mais elle est très peu connue dans nos contrées. Elle a été découverte depuis les années 1900 par un chercheur qu'on appelait Alois Alzheimer. En fait, il avait découvert que chez certains malades, après autopsie, on se rendait compte que leur cerveau était atrophié. Donc, il y avait une zone du cerveau qui était plus mince que les autres parties, qui avait réduit de taille. En fait, cette réduction de taille-là s'expliquait par la diminution du nombre de neurones. Vous le verrez sur l'image à côté, l'image à gauche qui montre un cerveau bien normal. Et chaque partie du cerveau a un rôle bien prédéfini. Il y a la zone du cerveau qui est responsable du langage parlé, celle qui est responsable de la mémoire, celle qui est responsable du mouvement, qui est responsable du comportement. Donc, ce chercheur l'avait découvert à l'époque sur ses coupes d'anapates dans les cadavres de patients chez qui il avait fait des coupes, qu'il avait trouvé qu'il avait des problèmes neurologiques. Il s'est dit, bon, je vais découper le cerveau et voir ce qu'il en est. Il s'est donc rendu compte qu'il y avait des zones atrophiées de ce cerveau-là. Si vous voyez l'image à droite, la même aire du langage qui était bien remplie, on va dire, se retrouve plus vide, un peu plus atrophiée. Vous voyez un peu la moitié droite du cerveau de ce côté-là, il est plutôt atrophié, la zone du langage est affectée, la zone du mémoire. En fait, ça se traduisait justement par la diminution du nombre de neurones de ces patients-là. Il y avait moins de substances blanches, c'est toujours une zone du cerveau qu'on décrit. Certains neuromédiateurs qui permettent le fonctionnement du cerveau, qui sont à l'origine de l'humeur, du comportement, si vous êtes content, si vous êtes gai, si vous voulez pleurer. Donc, il y a tous ces neuromédiateurs-là qui pouvaient manquer chez certains patients. Et également, on remarquait qu'il y avait aussi la connexion entre les neurones ne se faisait plus très bien. C'est ça qu'il appelait le ralentissement du temps de transmission entre les informations
l'information ou bien la réaction. Si vous voulez peut-être vous lever pour aller, peut-être il y a un incendie, vous voulez vous fuir. Si le cerveau ne communique pas à temps, à toutes les parties du corps, mais vous n'aurez pas le temps de vous lever et de marcher pour fuir justement cet incendie-là. Donc, il s'est rendu compte que toutes ces structures anatomiques étaient perturbées chez les malades Alzheimer. Et les fonctions qui étaient les plus souvent perturbées, c'était les fonctions de mémoire. Dr. Togam vous l'a dit tout à l'heure, c'est souvent la première qui vient en premier. Et cette zone de la mémoire, là, c'est au niveau temporal, généralement, où on a cette atrophie. Diapo suivante. Et donc, en dehors de la mémoire, en dehors de cette fonction mnésique de la mémoire qui sont perdues chez ces patients, il y avait également, on remarquait bien avant leur décès, donc lorsqu'on faisait l'autopsie, c'était après le décès, mais avant le décès, on se rendait compte, OK, c'est une série de patients qui avaient donc des troubles de la mémoire, ils ne se rappellent pas où ils sont, ils ne se rappellent peut-être pas leur nom, le nom de leur ville, le nom de leur président, ils ne se rappellent plus les membres de leur famille. Et les autres signes qu'on avait, c'était les malades qui étaient désorientés. Il se lève, il va aller au travail, elle va aller au marché, elle ne se rappelle plus la route du marché, ou elle sort de chez elle, elle va aller chez la voisine, elle va aller à l'église, elle revient, elle ne veut plus, elle ne se rappelle plus où est la route de sa maison. Donc, c'était souvent des patients qui étaient désorientés dans le temps et l'espace. Ils ne savaient plus en quelle année ils étaient. Tu leur poses la question, nous sommes en 1900, ils te diront, nous sommes en 1920, alors qu'on était déjà bien plus que ça. C'est des malades aussi qui avaient des troubles du langage, qui avaient du mal à communiquer. Parfois, ils avaient les manques de mots. Ils cherchent des mots. Tu lui demandes comment on appelle ce téléphone ou je vous lui donner quelque chose, il ne se rappelle plus comment ce que c'est que l'objet que vous lui demandez. Ça, c'est les troubles de la mémoire, de la reconnaissance également, dont ils ne connaissaient plus reconnaître certains objets, certains outils que vous leur présentez. Les troubles praxiques, en fait, praxique, c'est dans l'appréhension, la réalisation de certains gestes communs. C'est le malade, vous lui dites, faites le salut militaire, tout le monde sait le faire, ou bien habillez-vous tout seul. C'est ce malade-là qui pourra plus s'habiller alors qu'il n'a pas un déficit moteur, il n'est pas paralysé des mains. Mais tout d'un coup, progressivement, c'est des malades qui n'arrivent plus à s'habiller tout seuls, qui ont besoin d'aide pour se boutonner, pour se peigner les cheveux, acte qu'ils connaissaient très bien faire par le passé. Et aussi, on avait vu qu'il y avait des troubles exécutifs, donc la programmation de certains actes. Si vous voulez démarrer la voiture, il faudra peut-être prendre la clé déjà, appuyer sur débloquer la voiture, entrer, vous asseoir. Vous verrez les malades qui vont plutôt désorganiser. Ils seront hors de la voiture, ils auront l'impression d'avoir le volant devant eux. Donc, tout sera désorganisé dans leur cerveau. Les autres aussi, c'était les troubles de l'attention. Il y a souvent une très belle histoire que je raconte à mes patients. Je leur dis, j'envoie souvent ma fille acheter des bananes mûres chez le pharmacien et quand elle revient, elle m'a ramené des bananes non mûres. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Et ben, la plupart des malades, ils me tombent dans le cou. Ils disent, ah oui, je l'aurais tapé, je l'aurais machin. Mais en fait, ils ne percutent pas pour se rendre compte que on ne va pas acheter les bananes à la pharmacie parce que le piège, c'était de savoir que les bananes ne s'achètent pas à la pharmacie. Le malade cohérent va directement capter le piège, mais le malade Alzheimer ne pourra pas. Il faut également savoir qu'ils peuvent avoir aussi des troubles de l'humeur chez ces patients-là. Ils peuvent être apathiques, ils ne veulent rien faire, ils n'ont plus goût à la vie. Ils se négligent, c'est des malades, parfois vous retrouvez 2-3 jours, ils ne se sont pas lavés, ils ne veulent pas manger, ils ne veulent plus faire, ils n'ont plus un goût à rien, même plus quelqu'un qui savait conduire, qui aimait conduire, qui ne veut plus conduire, il est là, il préfère rester sur place. Et donc, c'est souvent les signes qu'on retrouve chez ces patients-là. Généralement, au début, la prochaine diapo, c'est souvent au début de la maladie, on a souvent des malades, c'est souvent des signes très insidieux. C'est le malade qui progressivement se rend personnellement, ou bien même pas, qu'il oublie des petits trucs. Peut-être c'est un mathématicien ou un physiologiste ou quelqu'un qui travaille dans les finances qui petit à petit fait des erreurs de calcul. Chaque fois, on se dit, ah non, c'était une erreur de calcul. Parfois, c'est des signes très insidieux ainsi que nous avons chez les patients. Ils n'arrivent pas à faire des trucs habituellement qu'ils font très bien. La mémoire, on l'a donné tout à l'heure avec des exemples. Ils sortent de chez eux, ils ne savent plus où est la route, mais ils vous reconnaissent, ils parlent bien, ils sont très logiques, mais ils te diront, ah oui, j'avais oublié la route. Elle dépose les clés à la cuisine, elle vient chercher au salon. Après, on lui dit, mais voici tes clés. Elle se dit, ah oui, j'avais oublié. On a l'impression que ça va passer, mais en fait, ça a perdu sur le temps. Également, il y a des fonctions exécutives qui sont perturbées, comme je vous l'ai dit tantôt. La prochaine diapo, en fait, c'est pour dire qu'après cette phase de début qui peut être plus ou moins long, on est souvent dans les 6 mois, on peut avoir des malades qui ont maintenant la phase d'état où c'est le syndrome démentiel lui-même. On a vraiment ce malade qui est complètement déphasé. Il est désorienté dans le temps, l'espace. Il a des troubles de la mémoire qui sont plus fluctuants. Ils sont souvent permanents dans ces cadres-là.
Ils ont du mal donc à exécuter des tâches. Les troubles du langage s'installent réellement. Ils oublient les mots. Ils veulent dire je vais à la maison. Le mot maison les échappe. Ils veulent appeler leur mère. Le nom de leur mère les échappe. Ils ont du mal à utiliser les appareils ménagers de la maison pour faire le ménage comme d'habitude. Ils ont des difficultés à reconnaître certains symboles abstraits. On leur montre, je ne sais pas, la carte du Cameroun, on leur demande où est-ce que c'est. Ils ne sauront même plus alors qu'ils sont au Cameroun. Donc, avec le temps, ces signes s'aggravent progressivement. Et c'est souvent ça qui amène. C'est à ce moment-là, malheureusement, que les malades arrivent à l'hôpital quand on est déjà à cette phase d'état-là. Prochaine diapo, je ne sais pas si je parle des tests pour savoir un peu. Prochaine diapo. Alors, je pense que ça arrive plus tard dans la présentation, Ok, Annick. ok, Peut-être qu'on c'est va bon. se Donc, c'était plus poser. la clinique. Non, non, c'était très clair ton message. C'est juste qu'on a, on a rajouté la partie témoignage entre deux. T'inquiète pas, il y aura les prochaines repos pour la suite. Par contre, je vais peut-être demander à l'audience s'il y a des questions immédiates Oui, sur ce il y a qu'on une vient de question. voir. Oui. Oui, oui, j'ai une question. Je vais prendre la question de Armel, Monsieur Armel Takoulo, qui revient sur le côté intellectuel. Alors, bonjour à tous. Quand vous parlez de manque d'activité intellectuelle, parlez-vous des intellectuels qui ont réduit cette activité ou même des personnes qui n'en pratiquent pas du tout? Alors, on prend les questions telles quelles et on laisse les médecins répondre. Docteur Magnon, docteur Toguin. Euh, la question intellectuelle, c'est dans tous les sens. Je vais dire intellectuel, si le malade, si par exemple, je prends l'exemple, si j'ai devant moi le directeur d'entreprise, je m'attends à ce qu'il y ait un minimum requis d'intellect. Donc, il faut qu'il puisse, je ne sais pas, me dire qu'est-ce qui s'est passé les 2 dernières années, on a tous porté le masque, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, les activités intellectuelles? En fait, c'est des questions qui sont fiées avec l'âge et le passé du malade. Si c'est ma grand-mère qui est au village, qui a 80 ans, non, les questions, je ne vais pas lui poser des questions compliquées. Je ne sais pas, j'espère que c'était ça la question de l'auditeur, de savoir un peu, c'est par rapport à la personne. Ce n'est pas l'intellect par rapport à tout le monde, ce n'est pas le même niveau d'intellect pour tout le monde. Je pense Je que Donc, pense tu que as un par peu rapport à la répondu, mais pardon. Vas-y, Je pense Gisèle. que la question, c'était pas plutôt dans ce sens-là, c'était dans le sens où le docteur Toguer a dit qu'il fallait en fait réactiver son côté intellectuel, faire des lectures pour en fait soutenir le côté intellect. Donc Bon, c'était si, ah, pas vraiment, oui, ok, c'était plutôt si, dans ce sens-là. s'il faut Si que je j'y peux réponde, reclarifier, je pense que la question, c'est se demander est-ce que quelqu'un qui est intellectuel, qui fait vraiment travailler ses neurones au quotidien, est-ce que c'est une baisse de ce temps d'intellectuel-là, ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'a jamais une réelle activité intellectuelle? Est-ce que les deux cas sont considérés pareils? Qu'est-ce qui est, voilà, c'est quoi la différence entre les deux pour des maladies? Pour des malades qui auraient l'Alzheimer, mais pas le même profil intellectuel. donc, si je peux répondre, vous m'écoutez? Oui, on t'entend bien, oui. Ok, d'accord. Donc, les deux, c'est pas la même chose. S'il faut donner une réponse, c'est pas la même chose. Quand on parle d'activité intellectuelle, euh, c'est justement par rapport au niveau bas. Comme un muscle, quand on travaille le muscle, il a tendance à prendre du volume. Vous avez vu tout à l'heure dans la présentation de Dr. Maniero que dans la maladie d'Alzheimer, le cerveau perd du volume. Donc, quand on fait travailler ce cerveau-là, ce sera plus difficile pour lui de perdre du volume qu'un cerveau qui n'est pas activité, qui n'est pas en activité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui, à la base, n'avait pas d'activité intellectuelle importante, il est habitué à avoir un cerveau qui est relativement petit et qui est un bon terrain pour la maladie d'Alzheimer. Celui qui, entre-temps, a eu beaucoup d'activité intellectuelle, OK, ça diminue les chances de faire la maladie d'Alzheimer. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est pas par rapport à comment tu étais avant, c'est juste par rapport à, disons, à la limite, par rapport à comment tu es, par rapport à comment on est avec notre cerveau. Donc, depuis la naissance, plus on est sollicité intellectuellement, plus c'est bien si on veut s'éloigner de la maladie d'Alzheimer. Ok. Merci, J'espère que là, c'est clair. Ok.
Oui, c'est clair, très clair. Est-ce qu'on prend une autre question, Gisèle? Non, je pense qu'il faut Avancer? continuer avec le prochain. Oui, il faut avancer. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Annick, pour cette présentation très claire sur l'impact de l'Alzheimer, non seulement sur notre organisme, mais dans le quotidien. C'était bien ces exemples-là de voitures démarrées. C'est vraiment intéressant de comprendre comment ça peut se manifester au quotidien parce que c'est comme ça qu'on peut apprendre à détecter pour nos proches, pour notre entourage, s'il y a raison de se poser des questions. Et permettez-moi d'introduire notre deuxième témoignage. C'est quelqu'un qui a vécu dans son entourage direct, qui a été touché très personnellement et qui va partager avec nous son expérience, la raison de son combat aujourd'hui et aussi surtout nous donner des pistes à envisager quand on a un proche qui subit cette maladie-là. Et donc, bienvenue à toi, Olivier. Si tu nous entends, Oui, allô? oui, Ok, on c'est clair, t'entend. vous m'entendez bien? Parfait. Ok, bien, bonjour, et donc comme Arlette vous a annoncé, j'interviens pour faire part d'un avis, partager l'expérience. Alors, la maladie d'Alzheimer, moi je l'ai vécue, mon père l'a eu, et ça a été très rapide parce que au bout de 4 ans, il est décédé. Et si je peux donner un peu une explication comment ça se passe, c'est un peu comme quand au début, vous parlez à quelqu'un et il y a des mots qui vous manquent, vous dites, mais attends, mais comment on dit encore tel mot? Comment... En fait, c'est comme ça que ça s'installe progressivement. Des fois, on peut penser que le patient, il fait exprès, machin, mais en fait, c'est que, en fait, il n'arrive pas à trouver le mot, il n'arrive pas à se rappeler de où il est, il n'arrive pas à se rappeler de si, il n'arrive pas à se rappeler, il fait des efforts. Donc, pour ma part, ce que je peux donner comme témoignage, c'est que il y a une première partie qui consiste donc à s'occuper donc du malade parce que c'est lui qui est le plus important. Le malade dans ces conditions, le prochain slide s'il te plaît. Donc il a besoin d'un soutien psychologique. Donc il faut qu'il y ait des professionnels qui viennent vers lui, lui expliquer ce qui est en train de se passer, qu'il soit conscient que au fil du temps, il va perdre ses facultés. C'est très douloureux, c'est très difficile parce que personne n'est prêt à accepter que demain, en fait, de l'adulte parfait ou le papa ou la maman ou l'adulte que tu es, tu vas reculer et revenir dans l'enfance parce qu'en fait, c'est ça, tu rétrogrades. Tu sais plus comment retrouver tes chaussures, tu sais plus attacher tes lacets, tu ne sais même plus comment tu signes pour dire que c'est une dégradation progressive. Vous voyez, quand on est enfant, on apprend à marcher, on apprend à dire des mots, bonjour, merci, etc. Donc, en fait, c'est le phénomène inverse. On perd progressivement ses capacités. Donc, le soutien psychologique, c'est très important. Deuxième chose, l'écoute. L'écoute, c'est l'entourage doit écouter, observer la personne et savoir anticiper. Anticiper sur des choses que la personne avait l'habitude de faire, anticiper sur les choses qu'aujourd'hui la personne aura besoin de faire. Ça peut être que, écoute, elle aura besoin de prendre sa douche. Il faut anticiper, préparer la salle de bain pour qu'elle puisse le faire toute seule. Mais si elle n'arrive pas à faire seule, il faut anticiper et voir comment tu peux apporter ton aide pour que la personne puisse prendre sa douche sans être gênée, parce qu'il y a aussi ça. Quelqu'un qui a été autonome toute sa vie, il faut un soutien psychologique et lui faire comprendre que tu auras besoin d'aide, qu'elle ne le prenne pas mal. Et ensuite, il faut éviter les contrariétés. Les contrariétés, ça peut être simplement que, en fait, la personne peut vous poser la même question en 10 minutes, elle vous pose la question 3 fois. Ça peut être, oui, mais est-ce que tu vas pas au travail? Tu dis que non, on est dimanche. Elle peut te reposer la question 5 minutes après, est-ce que tu vas au travail? À un moment, ça peut être agaçant. Donc, justement, il faut éviter les contrariétés parce que les contrariétés, ça fait que la personne aussi va s'énerver et en fait, elle va être de mauvais poil. Donc, tout à l'heure, il a été décrit comme symptôme l'irritabilité des patients. Donc, ça, c'est très important. Donc, nous, on n'avait pas de formation quand mon père est tombé malade. On n'avait pas du tout de formation. On connaissait rien de la maladie. Donc, ça a été vraiment un grand bricolage. Donc, il y a aussi l'aspect juridique parce qu'une personne qui perd ses facultés intellectuelles devient une personne très vulnérable. Donc, il faut mettre en place une assistance juridique
pour éviter, par exemple, que la femme de ménage lui fasse signer des chèques, que la voisine ou la cousine vienne profiter de sa faiblesse pour lui faire signer la vente d'un terrain, etc. Donc, il y a plein de choses qui doivent se mettre en place pour accompagner la personne. Et une assistance quotidienne. L'assistance quotidienne, c'est qu'il y ait quelqu'un en permanence à la maison qui le suit discrètement ou de manière très active. Discrètement parce que quand la personne n'a pas perdu tous ses moyens, a encore beaucoup de moments de conscience. Le fait d'être sur son dos, venir voir, ça peut l'agacer parce que elle dit, mais attendez, vous me prenez pour un enfant. Donc, c'est pour ça qu'elle dit, en fonction de la maladie du patient, il peut se mettre en place une assistance quotidienne. Donc, c'est vraiment 24 sur 24. Elle peut être discrète ou active. Alors, ça, c'est très délicat parce que dans mon cas, bah, il arrivait à mon père de se lever à 3 heures du matin, d'aller prendre sa douche et il dit qu'il va au travail, alors qu'il était en retraite, il était à la retraite depuis un peu plus de 5 ans. Donc, vous voyez, c'est très difficile. Et c'est pour ça que bah, quand vous avez un malade d'Alzheimer, bah, vous pouvez dormir, bah, il se lève, il se lave, il va au travail, il est peut-être 5 heures du matin. Bah, vous vous levez, bah, il est où papa, elle est où maman? Bah, elle est sortie, elle a dit qu'elle allait au travail. Elle arrive dans la rue, elle ne sait même pas ce qu'elle fait là. Et à un moment, elle peut se retrouver à l'autre bout de la ville sans comprendre ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une assistance qui doit se mettre en place. Selon le niveau de la maladie, elle peut être discrète, c'est-à-dire qu'on la surveille un peu de loin. Elle peut être active. À ce moment, il faut une surveillance vraiment minute by minute parce qu'à un moment, elle peut aller à la cuisine, elle se brûle parce que voilà, etc. Donc, c'est cette partie-là où je dis le point le plus important, c'est cet accompagnement envers le malade. Ensuite, il faut s'occuper de la famille parce que la famille, il faut psychologiquement l'assister. Et au Cameroun, malheureusement, on n'a pas cette partie de soutien psychologique pour encadrer la famille parce qu'en fait, c'est vraiment la grande débrouillardise, quoi. Donc chacun se débrouille, il fait comme il veut. Très souvent, la facilité, c'est de dire, écoute, bah, le grand-père ou la mamie, elle est malade, on va l'amener au village et elle reste enfermée 24 sur 24. Je pense que le docteur pourra confirmer que psychologiquement, pour le malade, c'est pas la meilleure des choses à faire. Et moi, ce qu'on nous a dit en France, puisque mon père avait la possibilité de venir en France pour faire des contrôles, des soins, etc., malheureusement, il n'existe pas de médicaments, hein. Les médecins, ils nous l'ont expliqué qu'en fait, c'est de l'accompagnement. Donc, ils expliquaient que donc, la personne, on l'accompagne, il faut savoir gérer le patient. Donc, il existe des formations, on vous apprend comment s'occuper d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, comment gérer ses besoins anticipés sur ce qu'elle pourrait faire, être amenée à faire. Donc, il y a toute cette partie-là. Et aussi, donc, le troisième point, l'assistance juridique de la famille, parce que la famille aussi est désemparée. Donc, juridiquement, par exemple, si euh, le papa avait un compte bancaire, il est le seul à avoir la signature, bah, la maman, elle peut se retrouver demain coincée parce que, bah, voilà, elle n'a plus accès au compte parce que, voilà. Donc, c'est pour ça que derrière, il y a un soutien psychologique et juridique qui doit être apporté à la famille entière, voir comment la famille s'organiser pour éviter que, bah, demain, on se retrouve bloqué parce qu'en fait, personne n'a la signature, personne n'a la délégation. Et ça peut passer par un juge ou ça peut passer par un notaire, ça dépend du pays. Donc, au Cameroun, je ne sais pas comment ça marche. Donc, c'est ce côté-là. Alors, il y a un point que j'ai oublié aussi pour le patient, c'est en plus du soutien psychologique, on peut aussi rajouter qu'il faut un soutien médical. Médical, pas seulement dans le sens où il faut un neurologue qui l'accompagne, mais médical parce qu'après, il faut aussi la présence du kiné. Parce que bah, le malade, au bout du temps, il faut qu'il fasse de l'exercice parce que sans exercice, c'est un peu comme si il a le corps qui s'engourdit. Donc, à un moment, il n'arrive même plus à lever le bras ou à pouvoir marcher, aller d'un point à l'autre. Il faut quasiment le guider pour se déplacer. Donc, la motricité est quelque chose de très important qu'il faut garder comme routine. À cette époque-là, nous, ce qu'on avait fait, on avait acheté un vélo de salon, ouais, les vélos sur pied. Et ben, en fait, il fallait que mon père il pédale régulièrement pour garder cette motricité dans les jambes, quoi. Alors, et ensuite, donc, il faut que la famille participe à des séances de préparation pour les aidants. Donc, les aidants, c'est en fait la famille, c'est le personnel à la maison, parce que le personnel à la maison doit être aussi briefé, savoir comment gérer le patient, et ainsi de suite. Le troisième slide, s'il te plaît.
Alors, le troisième slide, ça parle donc de cette maladie au niveau de la société. Et nous, en fait, ce qu'on redoutait, c'est qu'un jour, il arrive que bah, notre père il se retrouve à l'extérieur de la maison parce que, vous savez, surtout au Cameroun, et je pense dans beaucoup de pays africains, bah, dès qu'on rencontre quelqu'un qui est un peu inconscient, qui est un peu, qui confond tout, qui se mélange les pinceaux, comme on dit, bah, on va le traiter de fou, on va le traiter de sorcier, de ceci, de cela. Et en plus, imaginez quelqu'un qui vient vous voir, il vous parle de quelque chose qui s'est produit au Cameroun il y a 40 ans, ou il y a 10 ans, mais vous avez dit que mais il est fou, attends, comment est-ce qu'il peut parler du président Idio alors que le président Idio, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans qu'il n'est plus là? Mais forcément, donc c'est pour ça que je dis, il faut qu'il y ait donc cette éducation collective à faire et donc former donc les familles, former des volontaires et des campagnes régulières dans tout le pays parce que c'est important des campagnes, ça permet au plus grand nombre d'être sensibilisés sur ce qui se passe. C'est-à-dire que demain, vous êtes dans la ville, il y a un Ben Skinner qui tombe sur quelqu'un qui est très incohérent. Au lieu que le Ben Skinner se sauve en disant, écoute, c'est un fou, etc., lui, il peut prendre sur lui en disant que, tiens, je vais appeler la police, il y a quelqu'un ici qui est incohérent, je pense qu'il peut être malade de la maladie. On a vécu ces scènes là au Cameroun hein, où quelqu'un, où une maman a été lapidée, où on l'a traitée de folle parce qu'elle était complètement incohérente, ou alors à un moment elle dit qu'elle a chaud, elle enlève sa chemise, elle marche torse nu quoi. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très pénible. Alors en plus quand c'est votre parent, ou votre oncle, votre frère, votre sœur qu'on a retrouvé au coin de la rue complètement incohérent, qui est dévêtu, ça fait très mal. Donc Dieu merci, nous on n'a pas eu ce genre de choses. Mais je dis simplement que au niveau de ce que nous on a vécu, ça a été très pénible parce qu'on n'avait pas d'accompagnement. Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est que au fil du temps, on ait des structures au Cameroun qui aident à gérer ce genre de situation, les médecins, les volontaires, etc. J'ai déposé un dossier au Cameroun pour ouvrir un bureau en ce sens-là, puisqu'on a monté, après le décès de notre père, j'ai monté une fondation qui va justement perpétuer en fait la connaissance, la communication sur la maladie d'Alzheimer. C'est très difficile psychologiquement et ça marque parce que quand on voit cette personne qui perd son autonomie, ça fait mal de voir un adulte en possession de ses moyens qui avait un tempérament de montée, de descente plein d'énergie qui devient comme le petit bébé de 9 mois qui ne sait pas manger. Vous lui mettez une assiette devant lui, en fait, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Euh, même dire j'ai faim, il ne sait pas dire qu'il a faim parce qu'à un moment, il ne sait plus trop qu'est-ce qu'il est. Donc, voilà ce que je peux apporter comme témoignage là-dessus et je suis ouvert s'il y a des gens qui ont des questions particulières. Merci beaucoup pour ce moment d'antenne. Et merci à toi, Marc-Olivier. Je pense que c'est intéressant d'avoir cette approche-là parce qu'on a parlé mais, de l'aspect médical. Là, c'est vraiment un accompagnement. L'idée de cette réunion, de ce symposium-ci, c'est aussi donner des éléments à chacun pour dire est-ce que j'ai besoin d'un médecin? J'ai un proche qui est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les médecins à contacter? On a ces médecins-là qui sont avec nous aujourd'hui. Si j'ai besoin d'un autre aspect, qui n'est pas médical, comment je fais? Et c'est l'intérêt d'avoir des contributions comme ça parce que ça nous permet d'avoir le problème dans sa globalité, pas seulement l'aspect médical, mais aussi tout ce qu'il y a autour. On a parlé de juridique, on a parlé de soutien psychologique. C'est des choses qui ne sont pas encore très installées chez nous, mais on va devoir y arriver parce qu'avec la prévalence de cette maladie, on est obligé d'avoir cet accompagnement-là pour que les malades, les familles ne soient pas tout seuls dans cette étape-là de la vie qui n'est pas facile. Donc, je pense que Arlette, Juliette... Oui, Arlette, pardon. je peux Oui. rajouter un petit détail parce que tout à l'heure, je crois qu'il y a le docteur qui parlait d'exercices mental ou intellectuel. Alors, c'est qui, justement, enfin, on le lit beaucoup, et ce qui, pour moi, aujourd'hui, est un peu flou, c'est qu'on n'arrive même pas à savoir si l'exercice intellectuel va retarder autant que ça, parce que bon, mon père, il lisait beaucoup, j'en connais plein, effectivement, qui étaient des gens plutôt très connus parce que c'est des gens qui intellectuellement étaient très actifs, mais ça n'a pas empêché que la maladie s'installe et se développe. Ce qui est juste dommage avec cette maladie-là, c'est qu'en fait, on n'arrive pas à vraiment cibler pourquoi tel et pourquoi pas tel. À un moment, on a pensé que ça pouvait être lié à l'alimentation, mais même l'alimentation ne s'est pas avérée aussi payante parce que bon, des fois dans les revues, on dit que ouais, il faut beaucoup manger ceci, il faut beaucoup manger cela, mais il y a des gens qui ont une alimentation très riche dans certains éléments
qui, malheureusement, l'ont développé. Et c'est vraiment une bizarrerie que la science aujourd'hui essaye et tâtonne et avance. Bon, l'espoir, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de progrès. On arrive à avoir des médicaments qui sont arrivés, je crois, en 2024 aux États-Unis, qui semblent ralentir la progression de la maladie. En fait, aujourd'hui, l'espoir, et ce qu'on veut, c'est carrément l'arrêter et pouvoir restaurer. Bon, j'entends beaucoup de choses se dire qu'il y a des pistes qui pourraient restaurer parce qu'ils ont fait des tests, je crois, sur des souris, etc. Mais on attend. Mais je pense pas qu'on aura une solution avant une dizaine d'années parce que les recherches là-dessus sont très longues et on verra bien. Voilà, merci. Tout à fait. Juste une chose pour toi, Marc-Olivier, il y a quelqu'un qui demande à avoir ton contact. Donc, si tu peux répondre en off à la personne, ce serait bien. Tu as déjà préintroduit une partie qui est la prise en charge, donc Guy va parler. Mais avant d'aller sur la prise en charge, Gisèle, je ne sais pas s'il y a une question ou si Juliette, tu veux prendre la main pour présenter le prochain intervenant. Je pense que nous allons continuer puisque d'après le témoignage de Monsieur Guinty, nous avons bien compris que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie du cerveau qui touche non seulement l'organe qui devient atrophié, qui diminue en volume, mais aussi qui touche les fonctions. Ceci a pour conséquence des souffrances tant au niveau du patient, mais aussi de l'entourage, mais aussi des aidants. Ça nécessite donc une prise en charge spécifique au jour d'aujourd'hui. Il est difficile de prédire l'évolution au moment du diagnostic. Nous l'avons bien compris. Toutefois, le docteur Maniero va nous aider avec la démarche diagnostique, va nous dire comment faire pour peut-être diagnostiquer au plus tôt les patients. Bonsoir, docteur, et merci de ton retour. Merci encore de me passer la parole. Euh, oui, comment faire le diagnostic? On vous l'a dit tantôt, c'est très insidieux au début et tous les témoignages corroborent à dire que c'est souvent la mémoire. Là, on l'a déjà dit ça tout à l'heure, c'est les troubles du comportement, la mémoire, c'est le langage qui peut être affecté. Les automatismes habituels également sont perturbés chez ce malade-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des malades qui doivent avoir une évolution sur au moins 6 mois. C'est ça le message maintenant à passer. C'est qu'on ne va pas voir quelqu'un avoir un trouble du comportement ou bien un trouble du langage ou bien de la mémoire en 2, 3 jours et dire, ah, c'est de l'Alzheimer. C'est pas ça la définition. Pour parler d'Alzheimer, il faut qu'on ait, du moins pour parler de démence, il faut qu'on ait un tableau évoluant au moins sur 6 mois. En deçà, c'est peut-être une autre maladie. Donc, et quand vous avez ces signes insidieux, il faut venir à l'hôpital. Et là-bas, à l'hôpital, nous avons une batterie d'examens que nous pouvons faire. Diapo sur la paraclinique. Donc, nous avons des examens que nous pouvons faire, notamment, déjà, les examens que nous faisons quand nous consultons le malade, c'est des batteries d'examens simples. La diapo précédente d'abord. Les examens simples, notamment, il y a des tests. Parfois, je demande juste au malade de me dessiner une horloge, de mettre les chiffres d'une horloge, de mettre 10h10. Ben, le malade Alzheimer a du mal à le faire. Comme vous verrez sur l'image, là, la dernière image, il n'arrivera pas à mettre les, les chiffres d'une montre. Donc, ça, c'est le test de l'horloge. C'est un test facile qu'on peut faire pendant nos consultations. Il y a également d'autres tests. Il y a un maître au Sénégal, professeur Kamador, qui a également créé, qui nous a proposé un test de dépistage également des démences. Il appelait ça le test du Sénégal. Et donc, ça nous permet également, avec une batterie de questions, de savoir si le malade a une démence ou pas. Ce qu'on connaît habituellement dans le domaine médical, c'est le MMS-Score. Plus récemment, il y a le MOCA, développé par une équipe canadienne. C'est une série de questions, en fait, qu'on pose aux malades pour évaluer justement ces troubles de l'attention, ces troubles de la mémoire, les troubles de la reconnaissance, est-ce qu'ils reconnaissent certains objets, les mathématiques, on leur fait souvent faire des calculs 100, -7, ensuite on demande -7, jusqu'à ce qu'on se rende compte que voilà, il loupe à tel endroit. Et il y a des chiffres, il y a des cotations qu'on donne pour chaque bonne réponse. Et à la fin de cet examen, on permet de dire, OK, avec ce test de dépistage, il est à risque ou pas, il a probablement une démence sévère, modérée ou légère. Donc, quand on a fini de faire ces différents tests neurocognitifs, on peut passer maintenant à la paraclinique. Donc, la paraclinique est impérative chez les malades chez qui on suspecte la maladie d'Alzheimer. La paraclinique, ça sera quoi? Ça sera essentiellement l'IRM. Le scanner n'aura pas trop sa place. Le scanner, il peut être fait dans nos régions où on n'a pas trop de moyens. On peut demander un scanner, mais qui va juste nous montrer
des signes d'une atrophie sans plus, alors qu'avec une IRM, c'est un peu plus précis. Ces zones hippocampiques, temporales dont on a parlé tout à l'heure sur sa physiopathologie seront mieux vues et il y a des caractéristiques spécifiques à chaque type de démence, que ce soit la démence d'Alzheimer ou bien les autres types de démence frontotemporale et autres. Donc, au-delà de l'IRM, on peut également faire rechercher des biomarqueurs. Ceux-ci seront plus spécifiques et nous permettent même de faire le diagnostic précoce de la maladie. Ces biomarqueurs se feront en prenant le liquide céphalorachidien. C'est une ponction lombaire, en fait, où on prend le liquide céphalorachidien du patient et on va analyser ce liquide-là pour rechercher justement ces biomarqueurs-là de la maladie d'Alzheimer. C'est celui-là qui nous permet de faire le diagnostic. Les autres bilans seront essentiellement faits pour éliminer les autres étiologies de démence, pour éliminer si ce n'est pas Alzheimer, c'est donc quoi. Donc, la prochaine diapo nous montrera que on peut rechercher les infections et autres. Donc, en fait, sur cette diapo, ce qu'on voulait montrer, c'était l'évolution de la maladie d'Alzheimer. C'est le malade qui a une atrophie cérébrale au début, qui concerne juste les zones temporales. Vous verrez qu'il y a un endroit où c'est juste noir sur les zones temporales. Mais en évoluant en années, de maladie d'Alzheimer légère, modérée à sévère, vous verrez que l'atrophie est de plus en plus importante avec le temps. C'est une maladie évolutive. Et Dr. Togam l'a dit depuis le début, elle est irréversible. Vraiment, quand on a déjà une atrophie, on ne va pas récupérer, mais on peut ralentir l'évolution de la maladie. Diapo suivante. Je crois que c'est tout. Alors, je pense que Ok. c'est... Je pense que c'est tout. OK, donc c'était un peu une maladie. Ah oui, voilà. Qu'est-ce qui fait le différentiel de la maladie d'Alzheimer? C'est les autres troubles confusionnels. Généralement, je vous disais tantôt, si le malade n'a pas fait au moins 6 mois, on aura du mal à évoquer la maladie d'Alzheimer. Sauf si on est dans un tableau génétique familial sûr, on sera plus en train d'abord d'éliminer d'autres étiologies de syndrome confusionnel parce que généralement, c'est des tableaux qui surviennent brutalement et c'est souvent réversible dans ce cadre-là. Si un malade est déshydraté, il est diabétique, il fait son hypertension, il fait son AVC, il peut avoir tous les symptômes qu'on a cités précédemment, mais le caractère réversible reste. Donc, si on traite la cause, le malade peut retrouver sa fonction qu'il avait auparavant. L'autre signe aussi, l'autre maladie qui peut ressembler à ça, mais dans sa forme aiguë aussi, c'est la dépression. Docteur Togam enseigne là-dessus. Les malades déprimés sont un peu apathiques, ils ne veulent plus rien faire, ils ont un manque d'envie de faire des choses, ils sont en train de pleurer, rire. Donc, c'est souvent aussi des malades qui peuvent mimer des tableaux qui peuvent ressembler à l'Alzheimer, mais généralement, c'est aussi des tableaux qui évoluent à la phase aiguë. Mais n'oublions pas qu'un malade Alzheimer peut aussi déprimer, donc les deux peuvent s'associer. Il faudra vraiment faire le distinguo entre les deux. Les autres démences en dehors de Alzheimer, il y a des démences qu'on peut dire, des démences, on va dire, il y a des démences dégénératives comme celle d'Alzheimer. Quand on fait l'IRM, on remarque des atrophies dans d'autres zones du cerveau, notamment les régions frontales. C'est là où on aura la démence frontotemporale. Il y aura d'autres formes de démence dans d'autres maladies dégénératives, comme dans la maladie de Parkinson, les maladies de Huntington, des maladies qu'on n'a pas souvent chez nous, mais qui existent. On a souvent vu des cas. Les démences curables, comme dans les formes infectieuses dues à certaines infections, c'est pour ça que quand un malade vient avec une suspicion de démence, on est obligé de chercher tous ces bilans-là pour rechercher celles qu'on peut traiter. Donc, on ne le dira même pas d'emblée, c'est une maladie d'Alzheimer au premier coup. C'est quand on aura fait tous ces bilans étiologiques, infectieux, métaboliques, rechercher s'il a des facteurs de risque cardiovasculaire et autres. C'est quand on aura éliminé toutes ces autres étiologies qu'on pourra dire, OK, c'est probablement la maladie d'Alzheimer. Et donc, les autres causes curables, c'est ce que je disais, hein, infectieux, vasculaires, métaboliques, tumorales. Il y a des tumeurs qui, lorsqu'elles sont placées au niveau de la région frontale du cerveau, le malade a des troubles du comportement, des troubles du langage et autres. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut faire le distinguo de la maladie d'Alzheimer. Diapo suivante. Alors, je pense que c'est la dernière, parce qu'ensuite on passe à celle du docteur Togam sur la prise en charge. Mais, Arlette, excuse-moi, est-ce que j'ai une question pour le docteur Manirou? Docteur, peut-on prévoir l'arrivée de cette maladie en faisant des examens réguliers? Très belle question.
Parce qu'on a souvent tendance à faire des examens au quotidien. Enfin, chaque fois qu'on est malade, on nous prescrit une panoplie d'examens et tout. Mais est-ce que à aucun moment on pourrait anticiper justement ça? Non, je te laisse passer. Ouais. Oui, c'est une belle question dans la mesure où il y a plein de malades qui viennent au début, ils se font suivre et peut-être des années plus tard, oups, il a une maladie d'Alzheimer. Ah, mais est-ce qu'il avait vu des neuros et tout? On peut les voir au début. Vraiment, c'est déjà, Ouais. est-ce qu'il avait ces facteurs de risque? Il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire que la plupart de nos patients ont et qui ne sont pas contrôlés. C'est des formes de Mhm. démence curables. Vraiment, le diagnostic au préalable peut être fait pour des formes curables. Si vous venez, vous faites votre check-up, on saura que vous avez une maladie d'Alzheimer d'origine curable ou non. Donc, c'est Mhm. ça le challenge de chercher s'il y a une démence curable ou pas. Mais si c'est la maladie d'Alzheimer dans sa forme génétique, avant les signes avant-coureurs, on n'a pas de moyen de savoir. Vraiment, sauf si on vous fait les tests génétiques, les tests au niveau du LCR, comme on l'a dit tout à l'heure, les biomarqueurs, pour savoir a posteriori si vous aurez la maladie d'Alzheimer. En dehors de cette méthode-là, il n'y a que ces tests biomarqueurs qui peuvent vous dire avant même de faire les symptômes, que vous aurez cette maladie. Mais en dehors de ça, ce n'est que le suivi régulier qui nous permet de suspecter la maladie. Et c'est D'accord. peut-être aussi la Merci. difficulté, docteur Annick, parce que comme justement, il n'y a pas de signe clinique évident dès le départ, à part cette analyse-là, mais qui ne vient pas tout de suite, qui vient quand on a déjà un foyer de suspicion, c'est peut-être aussi ça la difficulté, parce que souvent on entend les gens dire oui, j'ai découvert qu'il avait Alzheimer au bout de 4 ans, après les premiers symptômes. Donc tout de suite, on n'arrive pas à aller dans cette démarche d'Alzheimer-là. C'est la difficulté que tous les pays rencontrent, hein, que ce soit les pays à revenus faibles comme les pays occidentaux. C'est pas un bilan, c'est un bilan qui coûte extrêmement cher. Au Cameroun, il n'y a pas de labo qui le fait. Il faut envoyer le liquide en Europe pour être analysé et vous avez les résultats dans les 2, 3 semaines. Et même en Europe, quand j'étais en France, je crois que c'était en Lyon qu'on envoyait la plupart des échantillons. Il y avait des centres spécialisés qui ne font que dans ça. Et il y avait des autorisations qu'il faut signer parce que, bon, c'est quand même des tests un peu génétiques aussi qu'on fait. Donc, même en Europe, le diagnostic précoce n'est pas si aisé que ça. Ça coûte relativement cher le bilan. Et si vous n'avez pas un antécédent génétique dans votre famille, aucun neurologue d'emblée, parce que vous vous plaignez des troubles de la mémoire, vous fera ce test-là. Donc, c'est la difficulté que tout le monde rencontre pour cette maladie assez complexe. Surtout qu'on n'a que des signes insidieux au début. C'est pas souvent à la phase d'état qu'on se dit, ah oui, peut-être c'est déjà ça. Quand le malade fait plus de 6 mois, on se dit, ah oui, finalement, ce n'était peut-être pas un truc Oui. simple, c'est peut-être cette Mhm. maladie-là. Ok, merci docteur Annick. Gisèle, je pense qu'il y a une question, peut-être, ou une autre question dans le chat. Je ne sais pas si tu veux la prendre ou je peux la dire. Alors, Si tu, oui, vas-y, tu Alors, peux la c'était dire, ça pour serait plus facile. Marc. Est-ce qu'il existe des structures d'hébergement pour des personnes atteintes de cette pathologie au Cameroun, je présume? Je pense que Marc, il a répondu à cette question par chat aussi. C'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Ah, d'accord, pardon, Oui, j'ai oui, pas. ouais. Ok, d'accord. D'autres Je vois questions je vois une Ok. question sur le chat. Élisée Hien qui demande si un malade épileptique est exposé à la maladie d'Alzheimer. Oui. Oui. Exactement. Oui, oui, il y avait cette question. C'est plutôt l'inverse qu'on rencontre le plus souvent. Les malades qui ont Alzheimer sont plus susceptibles de faire des crises d'épilepsie, mais le malade épileptique en lui-même n'a pas plus de risque de faire la maladie d'Alzheimer que la population normale. C'est plutôt souvent quand on a déjà la maladie d'Alzheimer qu'on est à risque du fait de l'atrophie du cerveau, le manque de certains neurones, qu'on peut faire des crises tardives, mais ça se voit aussi. Donc, les malades oui, Alzheimer font aussi des crises. Voilà. C'était ça la réponse que je voulais apporter. Merci. Ok, merci. Ok, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir passer à la prochaine diapo, quand mon ordinateur va commencer à fonctionner normalement, parce qu'il fait un peu ce qu'il veut là. Je ne sais pas comment le Merci. arrêter. Merci, docteur Magnévou, pour tes éclairages. Nous allons donc retourner avec le docteur Togam. Docteur, ce soir, nous avons besoin de vous pour cette maladie qui nous fait peur.
comment améliorer l'état de ces patients et quelles sont les avancées médicales thérapeutiques à ce jour? Docteur Toghem, est-ce que vous êtes là? Oui, oui. Alors, je Cette pense que maladie mon ne touche ordinateur pas, docteur. fonctionne. Ouais, ça y est. Et j'avais une question. Quel est le premier spécialiste médecin que les familles devraient consulter? Est-ce que c'est le neurologue? Est-ce que c'est le gériatre? Est-ce que c'est le psychiatre, selon vous? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que le problème qui se pose au départ, ça dépend du symptôme. Si on commence avec un symptôme habituel qui est le trouble de la mémoire, euh, si c'est rien que ça si ce n'est que ça, je crois qu'on peut voir un neurologue. Et si on estime à ce moment-là que la personne n'est pas vraiment âgée, on peut commencer par le gériatre. Mais bon, maintenant, en fait, au début, on ne connaît pas forcément quel est le diagnostic, on consulte par rapport aux symptômes qu'on observe. Donc, maintenant, j'ai reçu des patients qui avaient une maladie d'Alzheimer, qui hallucinaient, qui déliraient, qui, à la limite, se déshabillaient même. Donc, à ce moment-là, on commence par le psychiatre. Donc, du point de vue du public, je dirais juste qu'on doit être orienté par le symptôme, parce qu'on ne peut pas d'emblée savoir de quoi il s'agit. D'accord. Comment est-ce qu'on peut donc améliorer la santé et l'état de nos patients, docteur? Bon, l'amélioration, quand on est déjà malade, ce qu'il faut dire, c'est que le fait de savoir que la personne est malade et de comprendre le lien qu'il y a entre la maladie et l'attitude du patient, ça soulage à beaucoup de niveaux. Et pour comprendre ça, il est important de s'instruire sur la maladie. C'est vrai que les instructions là dépendent d'abord du diagnostic qui a été posé. Mais une fois que le diagnostic est posé, il est important que toute la famille s'instruise sur la maladie et que s'il y a des questions, on les pose aux médecins pour qu'ils les clarifient. Et plus vous comprenez la maladie, mieux vous vivez la maladie. Parce que si on savait que c'est la maladie qui faisait que la maman reconnaissait tel enfant et pas tel autre, on ne serait pas dans les discussions de elle aime tel plus que tel autre. Donc, juste un exemple comme ça, il y en a un tas d'autres. Donc, Un très Je bel vais, exemple parce que ça peut être vraiment des choses du quotidien. Quand on entend, c'est anecdotique, mais c'est tellement réel au quotidien. ouais. Je vais peut-être, excuse-moi, Arlette, revenir très rapidement sur la question précédente où il y a une personne qui demandait s'il y avait des structures d'accueil pour malades. On a avec nous la présidente de l'association Comprendre l'Alzheimer. Elle aura l'occasion de nous en dire un peu plus sur le sujet. Donc, c'est juste ce que je D'accord. voulais mentionner. Ok, Merci. très bien. Donc, juste après la prise en charge, on va lui donner la parole, ça te va? Oui, pourquoi pas. Ok, très bien. Donc, Docteur Toghem, tout à l'heure, on vous a entendu parler et répondre à des questions de Juliette. C'est vrai qu'on a eu une définition, on a compris, j'espère qu'on a compris comment ça se passait dans le cerveau, comment ça se passait pour la famille, pour les proches. Ah, maintenant, en termes de traitement, qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? donc, comme vous pouvez le constater sur le diapositive, le traitement implique différentes compétences. Et les compétences impliquées sont en fonction des problèmes spécifiques que présente le patient parce que bien qu'on ait beaucoup de personnes avec la maladie d'Alzheimer, chacun a des particularités au niveau de sa présentation et des problématiques qui sont prioritaires du point de vue du patient et des accompagnants. Donc, mais sinon, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que, comme on l'a dit, c'est une maladie qui n'est pas curable. Et ça, c'est important que la famille le comprenne. Elle n'est pas curable. Et le traitement qu'on met sur pied a pour but de ralentir la progression de la maladie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que faudrait pas être surpris que malgré le traitement, ça aille de mal en pire. Ce qu'il faudrait par contre comprendre, c'est que sans le traitement, ça serait encore plus vite détérioré. Donc, c'est un peu ça. Et, et maintenant, il y a souvent des complications qui sont à la fois d'ordre médical, dont l'évolution de la dégradation au niveau du cerveau, qui peuvent être évitées si on limite la progression de la maladie, et aussi des complications du point de vue santé mentale. Bon, c'est un peu, disons, du point de vue psychologique, si on peut dire ça comme ça, parce que euh, c'est une expérience qui est désagréable à la fois pour le patient et pour son entourage. Donc, ce stress-là pourrait
donner lieu à c'est pas une dépression qui va venir se greffer dessus, un trouble anxieux et un tas d'autres choses qui pourraient être prévenues si on rendait la maladie plus tolérable. Et si jamais même ce que là, il y en a, bon, il y a des moyens pour les soigner. Donc, au niveau des interactions, malheureusement, quand on a quelqu'un qui, entre guillemets, on trouve que la personne dérange, ou alors quand on est désemparé, on ne sait pas comment s'y prendre, on retrouve des scénarios comme ce qui a été décrit précédemment, où le patient va être enfermé dans une maison au village, ou au pire accusé de sorcellerie, que c'est lui qui connaît ce qu'il est parti chercher, et il a abandonné là. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que quand on isole le patient, sa situation va se dégrader. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit précédemment, quand le cerveau n'est pas sollicité, ça crée un terrain qui est fertile pour la maladie d'Alzheimer, quand on parle de l'activité intellectuelle. Mais c'est aussi vrai pour tout ce qui est du cerveau, plus ou moins général. Donc, si la personne est sollicitée, si elle reste au milieu des gens, il y aura toujours une raison de dire que quelqu'un va l'appeler, elle va bouger, elle va voir quelqu'un, elle va se rappeler de ci, se rappeler de ça, faire ceci, faire cela, et tout ça, ça sollicite le cerveau, et ça limite la chute, en fait. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, dans l'équipe de ceux qui interviennent, le médecin, c'est celui qui a la responsabilité de diagnostiquer et de designer le plan thérapeutique, le schéma thérapeutique. Donc, et le médecin, là, ça peut être le neurologue, le psychiatre, ou même le médecin généraliste, en fonction de l'environnement où on se trouve, et le gériatre aussi. Donc, diapo. Diapo, voilà. Donc, maintenant, dans la prise en charge, on a des médicaments, je vous épargne la technicité, mais on a des médicaments qui ont pour but de protéger les neurones, de ralentir la déchéance. Et dans certains cas, comme je disais tantôt, par exemple, j'ai une patiente là qui est venue avec une présentation où elle hallucinait, elle délirait, et un tas de trucs. Et dans ces présentations assez atypiques là, on a des traitements complémentaires qui sont des traitements plus psychiatriques qui permettent de gérer ces situations-là. Donc, c'est à ce titre-là qu'on pourra observer, constater qu'on a des anxiolytiques qui sont cités parmi les traitements. Et après, maintenant, il y a des prises en charge non médicamenteuses qui sont à tous les niveaux, qui vont agir de l'échelle individuelle à l'échelle sociétale et légale, parce que l'homme est un être à la fois, est un être aussi social, en fait. Donc, comme ça a été dit précédemment, on aura même souvent recours à des documents juridiques. Le document qui m'est le plus souvent demandé dans ma pratique, c'est une évaluation de capacité qui va servir à la mise sur tutelle pour les patients qui ne sont plus en mesure de gérer leur vie, de gérer leur bien. Et ouais, c'est ça. Donc maintenant, après, chacun va intervenir en fonction de sa compétence. Mais comme je l'ai toujours dit, l'activité physique, l'activité intellectuelle, interagir avec les gens, être sollicité, créer un environnement qui limite les incidents. Par exemple, ce serait pas très sage que dans une maison, on met la chambre d'une personne qui est âgée, encore plus une personne qui souffre de maladie d'Alzheimer à l'étage. Ce serait vraiment sage que ce soit rez-de-chaussée et d'être comme des, des pièces encombrantes où le patient pourra se cogner, qu'il tombe, qui dégrade qui dégrade en gros son cerveau. Habituellement, on veut une décoration très simpliste, très simple. Et bon, ce sont des astuces comme ça qu'on utilise au quotidien pour à la fois soulager le patient et prévenir la dégradation, en fait, limiter la dégradation de la situation à la fois au niveau individuel et familial. Donc, maintenant, comme toujours, je le disais, hein, on doit dire, en tant que médecin, on doit clairement dire le diagnostic et la famille doit s'instruire. Aujourd'hui, on a l'avantage que nous sommes à l'ère de Google. Google, on va dire que ça dit souvent des faux trucs, mais au moins, ça dit beaucoup de choses. Et si dans ces faux trucs-là, vous avez si quand vous lisez, il y a des choses qui vous semblent pas nettes, le médecin est toujours là pour clarifier ces questions-là. Donc, et c'est ça. Diapositive. Donc, bon, ça, on a plus ou moins cité précédemment. Ce sont les outils qu'on utilise dans ces différentes prises en charge-là. Les outils à la fois humains, les mécanismes juridiques, la famille, les professionnels, qui sont tout cela et qui, euh, dont la dynamique interagit pour le rendu du patient. Donc, il y a des patients qui vont
arriver avec des troubles de la motricité. Parce que justement, comme vous avez vu sur le schéma où on montrait les taches noires de la dégradation du cerveau, ça commence par la partie qu'on appelle la partie temporale du cerveau. Et c'est cet endroit qui est responsable de la mémoire. Donc, c'est pour ça qu'habituellement, ça commence par des troubles de mémoire. Mais après, la lésion continue à s'agrandir. Et en fin de compte, la manifestation est en fonction du territoire atteint. Donc, si ça atteint la partie qui est responsable de la vision, on pourra avoir des hallucinations. Si ça atteint la partie qui est responsable du langage, on pourra avoir du mal à parler. Si ça atteint la partie qui est responsable de la marche, on pourra avoir du mal à marcher. Donc, vraiment, à un certain moment, la maladie d'Alzheimer peut mettre en péril tout ce qui dépend du cerveau. Vraiment tout. Donc, et c'est à ce titre-là que, en fonction de ce qui est mis en péril, on pourra solliciter diverses compétences. Donc, en gros, c'est ça. Merci beaucoup, docteur Toghem. Je pense qu'on va passer la parole au docteur Ginetti parce qu'il y a un aspect gériatrique dont on peut peut-être parler. Et docteur Ginetti, quand tu parles de cet aspect-là, pourrais-tu aussi répondre à la question sur les centres éventuellement qui reçoivent des patients au Cameroun? Merci bien. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir Bonsoir. invité à cette très très belle rencontre. Ça a été un plaisir d'écouter tous les panélistes et vous aussi les modérateurs et Dr Gisèle, vraiment merci beaucoup. Alors, concernant l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer, c'est une association qui existe au Cameroun depuis 6 ans environ et qui œuvre dans le champ de la sensibilisation et de l'amélioration, l'accompagnement des familles atteintes touchées, concernées par la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc au Cameroun, nous avons, au fil des ans, hein, nous avons successivement mis l'accent sur plusieurs domaines d'activité, comme les visites familiales, comme la formation des aidants, comme le plaidoyer aussi. On a lancé un plaidoyer auprès du ministère de la Santé pour vraiment changer la perception de la maladie d'Alzheimer au Cameroun. Nous faisons aussi beaucoup de communication média. Là, nous venons d'achever la célébration de la semaine Alzheimer. C'est comme ça que nous l'appelons dans notre association. Mais nous sommes aussi au niveau international membres d'une grande association internationale qui collabore et parraine, si on peut le dire ainsi, plusieurs associations nationales de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Il s'agit de l'Alzheimer Disease International. Et au sein de cette organisation internationale, tous les mois de septembre sont vraiment des mois phares. On l'appelle dans notre milieu le WAM, World Alzheimer Month September. Donc, c'est un mois vraiment particulier et cette année encore, ça l'a été, où nous faisons des enquêtes pour améliorer la connaissance et la perception de tous les aspects liés à la maladie d'Alzheimer et aux démences dans la population générale. Je peux, avec votre permission, partager le lien d'une enquête. Le Cameroun est vraiment invité à participer massivement, volontiers, à répondre massivement aux enquêtes. Nous faisons aussi une marche sportive. Nous l'avons faite samedi dernier et c'était formidable. Nous avons aussi tenu la semaine dernière, le 18 septembre, Docteur Ginette, conférence. la marche c'était à Douala. Oui. Docteur Ginette, la marche c'était à Douala. Oui, c'était à Douala. Nous avons marché dans la zone de Makepe-Bonamou-Sadi, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Douala. Et nous avons fait aussi une conférence publique à l'hôpital général de Douala avec des neurologues et un cardiologue, parce que cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur le lien entre maladie cardiovasculaire et démence. Donc, nous avons une 50aine de participants et les gens ont beaucoup appris, c'était très intéressant. Alors, au sein de notre association, je suis très contente d'avoir fait la connaissance de Marc à ce webinaire, parce que nous travaillons aussi beaucoup pour la formation, non seulement des aidants, mais aussi de tous ceux qui veulent en savoir plus sur la maladie d'Alzheimer. Donc, nous sommes à la 4e vague de formation
C'est des formations courtes, vraiment juste surtout pour capaciter les gens à ne plus être, je dirais, perdus ou désemparés face à un malade. Nous avons déjà formé 3 promotions et nous allons lancer la 4e vague de formation dans quelques semaines. Voilà un peu globalement la synthèse de ce que nous faisons au sein de l'association. Et nous avons bien sûr le centre d'accueil et de divertissement de la personne âgée de Deido. Parce que moi, docteur Ginette Choyon, qui suis la présidente actuellement de l'association, je suis la 3e présidente, hein. C'est pour vous dire qu'il y a quand même eu du chemin. Nous avons créé, en tant que médecin spécialisé en gériatrie, nous avons compris qu'il est important d'avoir des structures d'accueil. Et nous avons donc 2 structures. L'une, c'est un centre d'accueil où on ne fait que de l'hébergement. Les personnes, les familles nous confient leurs parents pour des durées plus ou moins longues. On les entretient, on fait des ateliers de stimulation cognitive, physique, avec des kinés, avec des psychomotriciens. Et nous avons aussi un espace, oui, un espace d'hébergement à Douala Clinique, qui est notre siège, où là, c'est un peu plus dans le modèle soins de suite et de réadaptation, où les familles peuvent rester, mais là, c'est surtout pour des gens qui ont besoin d'un regard un peu plus médicalisé. Et nous les accompagnons donc selon le besoin qui est émis par la famille. Donc, de façon globale, c'est un peu ainsi que nous travaillons à Douala. Et voilà, permettez-moi d'ajouter, vu que nous avons connu une forte Bien sûr. ces dernières semaines, nous avons ouvert un pôle régional au centre avec un responsable ACMA Centre qui s'occupe non seulement de la zone de Yaoundé, mais aussi de toute la région du centre. Nous avons un pôle à l'ouest qui est basé à Bafan et nous allons très bientôt ouvrir un pôle à l'est parce que nous avons des gens qui sont venus de l'est pour participer, plus précisément de Yokadouma, pour participer à notre marche sportive et qui seront très heureux de collaborer avec ACMA pour mieux faire connaître la maladie par les populations camerounaises. Merci. Merci beaucoup, docteur Ginette. Et c'est très, très satisfaisant de voir que de cette idée de faire ce symposium-là sur l'Alzheimer, il y a des synergies qui peuvent être créées plus tard. Et je suis contente de voir que l'ACMA va travailler avec Marc Olivier pour toujours plus avoir des facilités sur place parce qu'il y a un besoin. La population est vieillissante, on n'a pas les bons outils, on commence à avoir les bons outils, pardon, et ce serait bien de continuer à développer ça. Alors, il nous reste 17 minutes. Il y a beaucoup de questions sur le web, donc on va les prendre assez rapidement. Au premier docteur qui veut répondre, n'hésitez pas à répondre. La première question, Alors, la c'est... première question, ce sera celle de Sidonie, parce que ça fait un moment qu'on l'a en ligne. D'accord. Est-ce que les troubles du sommeil sont liés à la maladie? Je crois que c'est une question-réponse très rapide. Bon, s'il Est-ce faut que que je les réponde à troubles du celle-ci, sommeil sont liés à la maladie? Guy, il faut que je vas-y. réponde à celle-ci, oui. Initialement, c'est pas un symptôme caractéristique de la maladie, mais quand la pathologie survient et évolue, très souvent, on est exclu du sommeil. Mais dans la phase initiale, c'est pas un truc qui est caractéristique de la maladie. D'accord. Et la deuxième question vient de MK qui voudrait savoir quelle est la tranche d'âge en général pour être atteint de cette maladie. C'est toujours important de préciser quand même. Bon. Les patients Malheureusement, âgés de... On sait que c'est les personnes âgées, mais la personne aimerait quand même savoir, voilà, qu'un médecin, que l'un de vous lui donne une réponse pour le rassurer. bon, c'est vrai que je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je crois bien que c'est au-dessus de 45 ans pour ceux qui ont des facteurs de risque génétique très importants. Et au-dessus de 65 ans, c'est plus ou moins le même risque pour tout le monde. Ok, merci. Alors, Docteur une Nick, troisième je voulais question rajouter encore très pertinente. Oui, vas-y, Alexandra. peut-être que Annick voulait rajouter, docteur Annick voulait rajouter quelque chose à cette précision-là sur l'âge. Oui, de manière fondamentale, on parle de 65 ans, mais il y a des formes précoces avant cet âge-là, en fait. Voilà. C'est mieux de dire qu'il y a des formes précoces. Généralement, c'est des formes génétiques où on peut les avoir avant 65 ans. Mais de manière commune, c'est au-delà de 65 ans. Si un jeune là, il faut vraiment chercher à savoir s'il n'y a pas une cause secondaire en dessous, ou bien savoir si c'est génétique, il y a des membres de sa famille qui l'ont eu. C'est juste ça, c'est tout.
Merci beaucoup. Donc, prochaine question, c'est est-ce qu'une démence... Oui, pardon, Si je peux ajouter quelque chose bien concernant sûr, l'âge, docteur Gilles. mes confrères l'ont déjà dit, mais depuis quelques années, on remarque de plus en plus l'apparition de formes jeunes. C'est une forme particulière de la maladie qui est appelée Young Onset Dementia, qui touche des gens de même moins de 50 ans. Nous avons été à un séminaire au Kenya et il y a une malade qui a témoigné et elle n'avait que 48 ans et elle souffrait de la maladie depuis au moins 2 ans. Et donc, il y a de plus en plus de formes jeunes et c'est très préoccupant dans les pays avancés. Merci, docteur Ginette. Alors, je prends les questions. Ensuite, je passe la parole à Marc-Olivier. Je vois qu'il a la main levée, donc s'il te plaît, un peu de patience. Donc, question au médecin, s'il vous plaît. Est-ce que le Alzheimer est une démence avec hallucination? Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, quand la maladie évolue, à un moment, on peut avoir des hallucinations en fonction de la partie du cerveau qui est atteinte. Mais dans la phase initiale, ce n'est pas caractéristique qu'on ait une hallucination. D'accord. Très bref, très clair, merci. Et deuxième partie de la question, en cas de douleur chronique chez les patients avec Alzheimer, quelle classe d'antalgique pourriez-vous recommander? En fait, la question, c'est parce que la personne qui est un médecin, donc docteur Chaza et Astrid, se pose la question sur les interactions médicamenteuses avec d'autres traitements neuropsy et puis du risque confusionnel que peut apporter un tel mélange. Ouais. Peut-être mes confrères vont me dire si je me trompe, mais de mon point de vue, il n'y a pas de particularité liée au traitement antalgique. Donc, les autres vont me dire si je me trompe ou pas. Docteur Annick, peut-être un En avis? effet, en effet, il n'y a pas de particularité, mais il faut savoir qu'il y a des médicaments comme le tramadol qu'on n'aime pas trop donner chez les sujets âgés qui peuvent les rendre un peu confus. Donc, il vaut mieux éviter la combinaison avec du tramadol, par exemple. Certains sujets âgés aussi ne supportent pas souvent des antalgiques comme l'Acupan. Donc, si on peut rester simple avec du simple paracétamol, c'est toujours mieux. Maintenant, ça dépend du degré de la douleur. On peut monter par palier, mais oui, il peut y avoir des interactions, mais de manière globale, pas tant que ça. Merci beaucoup, docteur Chaza et Astrid. Si vous voulez avoir peut-être une discussion plus longue avec un de nos médecins, n'hésitez pas à laisser votre contact téléphonique, comme ça on reprendra contact avec vous. Et j'espère qu'on a répondu à votre question. Alors, je vois un commentaire. L'Afrique est un continent jeune et faites attention à l'arrivée de la démence ou Alzheimer de façon précoce. Donc ça, on en a parlé. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions que des personnes veulent dire oralement? Ou est-ce qu'on peut passer à... Oui, Alors, est-ce qu'on pourrait, on a juste évoqué un peu l'aspect juridique. Je pense que ça pourrait peut-être intéresser les personnes de savoir ce qu'il faut faire, tout simplement. Parce que le docteur a parlé tout à l'heure, le docteur Togam, de tutelle, je crois. Mais est-ce qu'on pourrait donner quelques conseils aux personnes qui écoutent par rapport à l'aspect juridique, s'il vous plaît? Peut-être Marc-Olivier serait plus à même Hmm? de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il préconise? alors si Marthe et Olivier ne nous Oui. entendent pas encore, peut-être, docteur Guy, je reviens à toi parce que je sais que tu as parlé de documents Oui, de tutelle. Arlette, Ok, tu vas-y, parles Marc. de tutelle dans quel sens? Bah, la tutelle, en fait, c'est simplement pour dire qu'il faut un accompagnement juridique, c'est-à-dire que la famille, les proches, que ce soit l'épouse ou l'époux ou bien les enfants, rapidement saisissent le notaire ou le juge pour que le parent soit mis sous tutelle. Parce que quand vous êtes là entre vous, bien sûr, vous n'allez pas faire de bêtises sur le patrimoine de votre père ou de votre oncle ou de votre tante, mais la femme de ménage, le chauffeur peut abuser et lui faire signer quelque chose que, voilà, c'est dans ce sens-là où en fait la protection juridique est importante, parce que tout est possible, surtout au Cameroun où les gens ont faim, bah, tout peut arriver, hein. On peut vous dire que ah non, votre mère, elle avait signé la vente de la maison il y a 6 mois, alors qu'en fait, elle n'a jamais fait. On a juste antidaté le document. Donc, je pense que, je ne sais pas si les médecins peuvent confirmer, mais je pense que le notaire, je ne maîtrise pas trop les règles juridiques au Cameroun, mais je pense qu'on peut passer par le notaire, on peut aussi passer par le tribunal qui va constater avec un appui médical que bah, la personne est atteinte d'une démence et on va tout de suite mettre un système de tutelle pour la protéger et protéger la famille. Ok. Et je pense que c'est dans cette
esprit-là que Dr Togam disait tout à l'heure, qu'il voit passer des demandes de tutelle, il faut un avis médical pour bien confirmer qu'il y a un besoin de placer le patient sous tutelle. Je vais prendre une dernière question avant de passer la parole à Juliette pour les recommandations. Donc, est-ce que les malades peuvent devenir agressives lorsqu'elles sont diagnostiquées? Bon, est-ce qu'on va dire qu'il y a des vérifications diagnostiquées? Ce qu'on va dire, c'est que, comme je disais tantôt, hein, en l'occurrence, il y a la partie antérieure, donc ce qui est devant là, au niveau du front là. Il y a cette partie-là du cerveau qui est responsable de la personnalité et du comportement de l'individu. Donc, quand c'est atteint, on peut devenir agressif. Et ça, ce n'est pas le diagnostic qui te rend agressif, c'est la maladie qui te rend agressif. Donc, ouais, ça peut arriver. Si par exemple un patient hallucine, quelqu'un a l'hallucination, il a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient là pour le poignarder. Mais il va réagir de façon conséquente, c'est tout à fait normal. Ou alors, si dans son délit, il a la conviction que quelqu'un lui souhaite du mal. Mais bon, ça peut se comprendre que dès qu'il voit la personne, qu'il bondit sur la personne, qu'il agresse la personne. Donc, comme je disais tantôt, c'est toujours fonction du territoire du cerveau qui est atteint. Ok. Merci Arlette, Arlette, ah, oui, Oui, bon. Marc-Olivier Je Coppel, voulais juste rapidement. rajouter effectivement ce que disait le docteur Togem, c'est que effectivement la personne peut devenir agressive si elle est contrariée. Et donc c'est pour ça que je disais que dans la formation des aidants et de la famille, c'est savoir éviter les contrariétés. Si votre malade vous dit bah tiens il doit faire ci ou ça, il faut trouver le moyen de lui dire ok on va le faire. Souvent elle dit elle veut faire ça, mais dans les 2 minutes qui suivent, elle a oublié ce qu'elle a dit qu'elle voulait faire. Donc c'est gérer cette contrariété qui ne va pas, pour éviter qu'il se mette en colère. Et ce qui peut aussi le rendre en colère, c'est que bah, quand il dit un truc, on lui répond de manière arrogante parce qu'écoute, on t'a déjà dit 2 fois que non, c'est pas aujourd'hui, on t'a déjà dit 4 fois que voilà. Parce que des fois, la personne peut vous fatiguer. Comme on dit vulgairement, elle va vous saouler parce qu'elle va vous poser une question 5 fois en 10 minutes. Vous avez déjà répondu, elle vous repose, vous avez déjà répondu. Mais elle ne fait pas exprès. Donc, c'est pour ça que ça peut aussi amener ce côté où elle peut être agressive. Voilà. Dernière chose, je levais la main tout à l'heure pour signaler juste que, en dehors des cas courants, il y a un événement que moi je ne savais pas, je l'ai découvert parce qu'un jour en discutant avec un médecin dans le cadre d'un contrôle en oral que j'ai eu, le médecin expliquait, je pense que les docteurs en ligne pourront confirmer que lorsque vous faites des apnées de sommeil, ça peut être dangereux pour le cerveau parce que l'apnée du sommeil alimente pas suffisamment le cerveau. Quand on fait des apnées de sommeil depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça peut être précurseur à la naissance de la maladie d'Alzheimer parce que au fil du temps, l'apnée de sommeil, en fait, le cerveau n'est pas alimenté en oxygène et ça peut vous provoquer des dommages. D'où, en fait, quand vous avez des problèmes d'apnée de sommeil, il faut consulter. Il y a des appareils en Amérique et en France qui vous permettent donc de gérer cette apnée de sommeil. Je faisais la parenthèse parce qu'on n'en parle pas et en fait, je n'ai pas trouvé de chiffres significatif qui permet de dire que l'apnée peut avoir causé tant. Mais je sais que d'après ce que les médecins m'ont expliqué en contrôle ORL, c'est que oui, ça a des conséquences, ça peut vous provoquer non seulement des défaillances cardiaques, mais ça peut aussi toucher le cerveau si il n'est pas assez alimenté en oxygène. Voilà. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous pour vos questions. Je vais passer la parole à Juliette. Merci. Arlette, excuse-moi, Arlette, j'ai quand même une dernière question que j'aimerais la soumettre. Non, on a le temps, on a encore quelques minutes, ne vous inquiétez Soumets pas. ta question. Donc, quelle est la cause du décès du patient? La maladie elle-même ou ses complications? C'est une question difficile, hein. Euh, C'est pour ça que j'ai tenu à la poser, hein. en disant que je vais vous présenter un scénario, vous allez me dire aussi si c'est la maladie ou si c'est la complication. Donc, quand on a un patient qui est âgé et dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, peut-être qu'il se refuse de manger, à ce moment-là, il commence à être dénutri et la dénutrition peut entraîner la mort. Est-ce que c'est la maladie, est-ce que c'est la complication? À vous de voir. Euh, un autre va, peut-être parce qu'il est malade, il commence à avoir un comportement qui, c'est pas, si le père, s'il est agressif, et qu'au cours de l'agressivité, là, il se cogne le bras, il chope une fracture. Bon, on va dire quoi? Est-ce que c'était une complication ou est-ce que c'était la maladie? À chacun de voir. Maintenant, si on laissait juste l'évolution au niveau du cerveau,
théoriquement, la maladie d'Alzheimer peut tuer si on la laisse évoluer au niveau du cerveau, parce que à un moment, si le cerveau est dépossédé de tous ses moyens, en l'occurrence les fonctions vitales qui sont assurées au niveau du cerveau, on peut s'imaginer que la personne décède. Mais ça, c'est théoriquement. En réalité, personnellement, et je n'ai jamais entendu parler d'une telle avancée. Habituellement, avant qu'on en arrive là, les, les retentissements qu'on pourrait appeler des complications liées à peut-être des incidents qui sont survenus ont déjà pris le dessus et ça précipite la mort du patient. Donc, tu vois-t-il, s'il n'y avait pas eu la maladie d'Alzheimer, on ne serait pas en train de parler de ces complications. Donc, Merci beaucoup, Guy. Juste, je vois qu'il y a une main levée, c'est Serge. Je pense que tu as 1 minute pour faire ton commentaire. J'ai le temps, 30 mais vas-y. secondes. Oui, hello tout le monde. Ça va être moins que ça. Je D'accord. disais dans le chat, est-ce qu'on en peut faire un petit rappel du préventif? Parce que jusqu'ici, on a beaucoup parlé du curatif, du contexte et de l'accompagnement. Juste un petit rappel du préventif pour nous éclairer de nouveau, rapide. ok, bon, le préventif, c'est trois aspects. Le premier, c'est une bonne l'hygiène de vie en général, qui inclut une activité physique régulière, une alimentation équilibrée. Ceci dans le but d'éviter une prise de poids, qui est un très bon terrain pour la survenue de maladies de démence, parmi lesquelles la maladie d'Alzheimer. Deuxième aspect, c'est au cas où, malgré tout, on a peut-être un diabète ou une hypertension, il faudrait bien soigner, parce que ça contribue à la maladie d'Alzheimer. Et le troisième aspect que il faudra toujours rappeler, c'est que plus on est actif intellectuellement, moins il y a des chances qu'on fasse la maladie d'Alzheimer. OK. Merci beaucoup. Merci, docteur. Donc, Merci beaucoup. Je pense que si mes collègues sont d'accord, nous pouvons quand même dire que les patients atteints de maladie d'Alzheimer ont une espérance de vie qui est diminuée. Pourquoi? Parce que la maladie touche bien évidemment le cerveau, mais elle a pour conséquence la défaillance des autres organes, donc des autres fonctions de l'organisme, ce qui entraîne souvent des complications secondaires. Je vais poser la question à chacun des intervenants ce soir. Vous allez nous donner votre recommandation en une question, mais sur 2 points. Comment vivre en 2024? Comment bien vivre avec la maladie d'Alzheimer? 1, pour le patient, qui est notre principale préoccupation, et 2, pour les aidants, l'entourage ou la famille. Nous allons commencer par le docteur Magnéro, si elle veut bien. Merci, docteur. Quelle recommandation vous donner? Comment bien vivre avec la maladie d'Alzheimer en 2024? En 2024, il faut savoir que c'est une maladie qui est fréquente chez les sujets noirs. Parce qu'avant, on se disait c'est la maladie des Blancs, c'est fréquent en Afrique aussi. Ça prend de plus en plus les sujets jeunes. Il y a des facteurs de risque qui sont présents dans nos vies, les maladies cardiovasculaires qu'on peut modifier, il faut agir dessus. Il y a des formes génétiques qu'on ne peut pas modifier. OK, on y va, on va devoir suivre les patients. Il faut venir à l'hôpital le plus tôt possible pour qu'on vous suive, pour qu'on vous accompagne dans votre suivi et qu'on mette toutes les structures autour de vous pour vous accompagner dans cette maladie-là, qu'elle soit sociale, médicamenteuse, tout ce qu'il y aura autour pour vous aider à aller mieux, notamment même les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, toutes ces structures-là, on peut mettre ça en place dès le début de la maladie et vous accompagner pour que vous ayez une vie plus agréable et savoir qu'il faut également protéger ces malades-là d'eux-mêmes avec des mesures médico-légales, comme on l'a dit tantôt, et également les accompagner dans leur vie. En gros, c'est peut-être le message à passer. Merci beaucoup. Est-ce que le docteur Togam aurait une recommandation aussi complémentaire? non, je ne sais pas comment tout a été dit. Disons que un problème qu'on a très souvent en psychiatrie, c'est que le patient ne se rend pas compte qu'il est malade. Donc, et dans ce contexte où on a des interprétations culturelles à tout ce qui se passe, et qui dit interprétation culturelle habituellement nous éloigne de la science, on va parler de sorcellerie, de mystique. Et souvent, à titre personnel, je considère ça comme étant une erreur, même si ce n'est pas forcément une erreur. Il y a des pros qui vont toujours attendre que toute la famille soit d'accord pour amener à l'hôpital, parce que l'oncle pense que c'est la sorcellerie, l'autre pense que c'est Dieu qui est monté descendu. Et l'unanimité, ça peut être de temps. Donc, je préfère, quand on a un proche qui est véridique, il peut faire le choix d'aller à l'église, il peut faire le choix d'aller au village, mais qu'il ne soit pas indécis. Parce qu'au moins, quand on n'est pas indécis, on fait un choix, si ça ne marche pas, on passe au suivant. Et quand on est indécis, on tourne sur place. Il faut vraiment que les gens soient
sachent prendre les décisions pour leurs proches quand il le faut. D'accord. Merci. Est-ce qu'on pourra avoir le point de vue du docteur Siewe Pulcheri, si elle est encore là, s'il vous plaît? Si elle n'est pas là, est-ce qu'on pourra avoir le point de vue de la présidente de l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer? Excusez-moi, je suis là, mais Ok. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue? Comment bien vivre avec la maladie d'Alzheimer en 2024? Une recommandation, s'il te plaît. je pense que les malades d'Alzheimer souffriront d'autant moins que il y aura une meilleure connaissance de la maladie par la population en général et par leurs proches, et qu'ils pourront mieux l'affronter, quoi, mieux y faire face. S'ils ont une meilleure connaissance, qu'ils se rendent compte que, OK, c'est pas un cas isolé, ça ici, il y en a d'autres, et c'est pas forcément lié à la sorcellerie ou autre chose de mystique. Donc, c'est la formation de tout le monde, enfin la sensibilisation, la formation de tout le monde pour participer aux soins, à la prise en charge des malades. Merci. D'accord. Donc, nous avons pour rôle l'éducation et l'information de la population générale face à cette maladie. Oui. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'on pourra avoir le point de vue de la présidente de l'association Comprendre la maladie d'Alzheimer? Comment bien vivre en 2024 avec cette maladie? En une phrase, très rapidement. Bon, en une phrase, vraiment, l'essentiel a été dit. L'information, la communication, mais je veux aussi plaider pour l'engagement au niveau politique et massivement au niveau communautaire. Surtout dans notre pays, beaucoup de gens et d'associations font des choses intéressantes concernant cette affection, mais il faut que l'État aussi soit derrière et que, heureusement, tout doucement, ça commence à prendre forme au niveau du ministère de la Santé. Et je crois que d'ici quelques années, ce sera beaucoup plus facile pour les malades et leurs familles. Merci beaucoup. Donc, la maladie a besoin d'être connue et reconnue. Merci à vous tous. Gisèle, tu as la parole. Alors, merci beaucoup. C'était vraiment des échanges très fructueux et c'est encore une fois l'occasion pour nous de remercier tous ces panélistes qui acceptent toujours d'être présents pour des événements pareils. Je remercie également les modératrices voilà, qui ont su mener de façon... j'ai pas des mots pour décrire. J'ai trouvé que Brillante. c'était des échanges, voilà, c'était très brillant. Très brillant. On aurait compris que l'Alzheimer, c'est l'une des démences dont les plus fréquentes et d'évolution irréversible. Il existe des traitements actifs retardant l'évolution de la maladie. Le diagnostic posé de façon précoce, c'est toujours intéressant. Et la prise en charge, surtout, elle doit être globale. Il y a les aspects médicaux, sociaux, sociologiques, psychologiques, médico-légaux et aussi les médecines alternatives qui sont suivies. Alors, merci à tous. Merci pour Juste, tout. est-ce que Et tu peux me donner 2 secondes? Juste, il y a un questionnaire qui vous a été mis dans le chat, s'il vous plaît. N'hésitez pas à cliquer avant qu'on ne ferme le call. Ça prend 1 seconde de cliquer, mais vous pouvez répondre aux questions plus tard si vous souhaitez. c'est bon, Arlette? C'est parfait. Alors, ben, merci à tous. Je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt dans les prochains événements liés à la santé. Merci. Merci, au revoir. Au Bonne revoir. soirée. Bye bye. Bon appétit. Au revoir. Merci. Ouais.